Cette hebdo édition du dimanche 11 septembre 2022. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Yaoundé en manque d'eau potable. Le quotidien de plusieurs habitants de la capitale politique du Cameroun est désormais rythmé par ces robinets secs qui crachent de l'air. Moins de 30% des besoins quotidiens en eau potable sont couverts sur le site de la station qui dessert Yaoundé ce lundi. Le ministre de l'eau et de l'énergie a sommé Kamwata de résoudre rapidement ce problème. C'est le sujet d'entrée comme à tous les panélistes. Et à la réception de Basila Tangana Kouna à la présidence de la République divise le Sérail. Dans un double page ce jeudi, le messager nous apprend que le chef de l'État a été saisi par une correspondance du conseiller technique Georges Ewanet, pour qui poursuit le journal de Pius Diawé. Cette audience a entaché l'image de la présidence de la République. Intitulée Réaction des internautes, la note d'information s'indigne de cette photographie sur laquelle apparaît le directeur du cabinet civil et l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, libéré il y a quelques semaines seulement suite à l'abandon des poursuites judiciaires engagées à son encontre devant le tribunal criminel spécial pour détournement de deniers publics. Ces derniers ayant restitué le corps du délit, soit plus d'1 milliard de francs CFA. Et ce sera l'occasion de reparler de l'opération Épervier. Fait-elle encore seulement peur? On se souvient de cette autre photographie devenue virale dans l'espace public, l'ancien ministre de la Défense affichant fière allure lors de sa dernière audience au tribunal criminel spécial et buvant d'ailleurs du champagne, alors qu'il est accusé de détournement de fonds, corruption et trafic d'influence. On parle de tous ces sujets avec vous, Maître Moustapha Ngwana. Vous êtes militant du Jocha démocratique franc, mais avant vous êtes avocat. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci Léla, c'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau. Bonjour à tous mes companélistes et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Alors, puisqu'on vous a, c'est peut-être l'occasion de revenir sur cette actualité qui a également fait débat la semaine dernière au sein de votre parti, notamment l'USDF qui a décidé de peindre une école aux couleurs de votre parti, une école publique à Deïdo. Je crois qu'il s'agissait, de mon point de vue, d'une bourde qui a été commise et qui a été rapidement réparée. Une bourde du USDF. Il y va de la vie des organisations comme de la vie des hommes. Ce qui m'est revenu, c'est que c'est un quartier dans lequel on supporte l'Union de Douala. Oui. Et l'Union de Douala a les couleurs vertes et blanches. C'est ce qui m'est revenu. Oui. Et que ce sont les populations qui avaient choisi que ce soit ces couleurs-là, qui malheureusement se confondaient avec celles du SDF. Oui. Donc, c'est l'information que j'ai reçue, parce que moi aussi, lorsque j'ai vu les couleurs, je dois vous le dire, j'en ai été offusqué. J'ai appelé certains de mes camarades qui étaient descendus sur le terrain à l'effet de pouvoir procéder à cette espèce d'inauguration, je sais pas, de réception des travaux qui avaient été réalisés par notre formation politique. Travaux qui, de mon point de vue, étaient on ne peut plus salutaires pour cette école qui était dans un état de délabrement. On ne peut plus avancer. Donc c'était une bonne action qui était posée par le député SDF de Voury Centre. Mais malheureusement, il y a cette histoire de couleur qui a failli noyer cette action qu'il fallait saluer. Donc, comme je disais, je me suis rapproché de mes camarades pour savoir ce de quoi il a retourné, parce que quand j'ai vu les couleurs, j'ai eu directement cette lecture à peu près désobligeante que la plupart des Camerounais ont eue. Mais je me suis rapproché, j'ai eu dit que... L'intention n'était pas de faire la promotion de votre parti. L'intention n'était pas de faire la promotion du SDF, qu'il s'agissait d'une zone à Nuit d'Aïdo où l'Union des Douala est très enracinée. Ils avaient choisi ces couleurs-là. Mais je pense que qu'il faut le dire, c'était une bourde. Heureusement, nous l'avons réparée. Donc, celui qui avait financé les travaux a pris celui également de corriger. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'intention qui était derrière, celle de donner une meilleure allure à une école pour que les enfants puissent faire cours dans un environnement à peu près convenable. Donc ce qu'il faut retenir de cette actualité-là. Mais je dis que la polémique est une polémique malheureuse et il faut pouvoir très vite l'oublier. Merci d'être avec nous, Maître Moustapha Ngwana. Face à vous, on reçoit Paul Eyou de l'AFP. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, heureux de vous présenter l'Alliance des forces progressistes, l'AFP, sur ce plateau, une fois de plus. Alors, constat d'actualité de cette école, le SDF, vous fait sourire, pourquoi? Là, ça me fait sourire parce que ça me touche particulièrement. Premièrement, c'est mon école primaire, c'est mon quartier, c'est une partie de moi en fait. Et, dans quel état était cette école avant que le SDF... Très
délabré, il faut le reconnaître. Déjà, il y a le portail, il y a quelques années, je crois 3 ans aujourd'hui, il y a M. Monga, que je peux citer, qui avait refait le portail, parce qu'en fait, cet établissement a 2 entrées principales. Et donc, il y a un côté qui était encore plus ou moins acceptable, où se déroule le tournoi de vacances généralement, qui a une cour où il y avait d'ailleurs un bâtiment qu'on avait cassé. C'est une école primaire. Au moment où moi je la quitte, déjà en 2002, je me rappelle l'ancien maire de Douala Premier, M. Tonari, que je salue en passant, construisait 2 salles de classe juste à côté de la salle où moi je faisais le cours moyen 2, qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. Ce sont même, d'ailleurs, jusqu'avant les travaux du SDF, c'était les 2 salles qui étaient encore vraiment des salles encore où les enfants pouvaient fréquenter normalement. Ensuite, vous avez eu le même à la part qui arrive à cet endroit, qui a amené les toilettes juste derrière. Mais pendant les périodes de vacances, c'était assez délabré, il y avait les herbes et tout, etc. Mais la partie où se joue souvent un championnat de vacances, ceux qui utilisent cet espace pour cela, ils l'ont au moins aménagé, ils ont mis le portail. Maintenant, venons-en au fait concernant... Non, je veux dire, si l'État a failli dans la réflexion et la mise à niveau de ces écoles publiques, que font les élites de Daido comme vous? Non, j'y arrive d'abord. La première chose, il faut savoir que vous voulez frontalement déjà vous attaquer au SDF? Non, cette école, non, pas du tout. Cette école, personnellement, il y a 4 ans, j'avais demandé un devis pour le portail du groupe 2. Bon, pour ceux qui connaissent bien, en fait, quelqu'un m'avait dit que non. Vous avez demandé le devis. Est-ce que vous avez demandé le devis à la bonne personne? Le problème, c'est que pour que vous fassiez des travaux dans une école publique au Cameroun, il faut que les gens le sachent. Vous devez avoir l'autorisation de la municipalité. Vous comprenez? Vous ne vous levez pas un matin, vous décidez de faire des travaux. Et la mairie de Douala Premier avait donc été saisie. La directrice de l'école publique de Noudeïdo avait saisi également la mairie de Douala Premier. Et je me rappelle, j'ai eu cette discussion il y a récemment avec une représentante, bref, si vous voulez, militante du RDPC au cas de Douala Premier, conseiller municipal. Et en échangeant, je lui posais donc le problème. Elle me disait qu'effectivement, ils ont le sujet sur la table, mais la mairie n'avait pas les moyens pour mener tous ces travaux-là. Et je me rappelle, il y a aussi une société de transport. Vous avez demandé le devis pour le portail. Oui, on avait demandé, pas seulement pour le portail, après à la mairie, on a demandé pour la réfection du bâtiment. Qu'est-ce que vous avez donné comme réponse? Non, que la mairie n'avait pas les moyens pour faire tous ces travaux. Non, mais je veux dire, c'est vous qui avez demandé le devis. Oui, ça c'est oui, pour faire les travaux. Personnel. Mais maintenant, l'école aussi a entamé sa démarche. Ce qui n'est que normal. En fait, non, je ne comprends pas. Lui, vous voulez seulement le portail. Oui, effectivement, mais l'école a demandé... Vous demandez le devis pour faire le portail, et la mairie vous dit n'avoir pas... Non, la mairie, c'est plutôt pour faire les bâtiments. Mais qu'est-ce que la mairie vous a... À votre demande, qu'est-ce que la mairie vous a à la demande de la direction de l'école. C'est la direction de l'école qui demande, pas vous? Oui, pour les travaux des salles de classe. C'est la direction. Parce qu'il y a la direction de l'école qui avait un problème. Ce bâtiment était déjà totalement délabré. Le plafond, la directrice, en fait, il pleuvait même dans son bureau. Si je vous montre les images catastrophiques. Et les autres bâtiments étaient totalement vétus. Le plafond, il y avait beaucoup de problèmes. Et la mairie n'avait donc pas les moyens pour faire tous ces travaux. Du moins, c'est la réponse officielle qu'ils ont donnée. Et ils avaient dit donc, ce qu'ils pouvaient faire, c'était la direction. Maintenant, donc, l'action qui est venue, celle qui fait polémique aujourd'hui, c'est un député de Voï Centre du SDF qui a décidé de mener ces travaux-là. Parce que vous savez, les députés bénéficient de ce qu'on appelle les micro-projets. Donc, c'est un argent que l'État met à la disposition des députés pour pouvoir mener certains travaux. Et donc, lui qui a donc cet avantage par rapport à toute l'élite que vous pointez du doigt, il a donc pris l'argent de l'État, que l'État met à sa disposition en tant que député pour faire ses travaux. Et c'est une très bonne chose. Seulement, là où il y a le bémol, et je félicite Maître Gustave Angwana, son camarade, de dire ici qu'ils ont fauté, et ça n'a rien à voir avec l'Union sportive. Je vais vous dire pourquoi, Mengwana, parce que... Est-ce que ce n'est pas les couleurs de l'Union sportive Non. Est-ce que ce ne sont pas les couleurs? Non, est-ce que ce ne sont pas les couleurs? Ce sont les couleurs. Est-ce que ce sont les couleurs de l'Union sportive de Douala? Le débat arrive... Non, le débat n'est pas dessus. J'ai pris... Lui-même... Et c'est un quartier... Non, attendez, je vais... Et c'est l'équipe du quartier, hein? Non, bien sûr. L'Union, c'est l'équipe du quartier. Non, le débat... Et c'est la population qui a choisi, hein? Les couleurs. À Douala Premier, je parle parce que je maîtrise le mieux. Les couleurs sont soit le jaune en haut avec du marron en bas, soit le jaune en haut avec du bleu, comme il y avait la dernière fois. Seulement, le SDF est venu, il a mis sa plaque travaux, SDF, etc. C'est le premier élément. C'est qu'ils mettent leur plaque SDF. Vous savez que toute action sociale, en ce qui concerne les écoles, la loi interdit formellement la politisation de cet espace. Or, le SDF a mis sa plaque. Ensuite, il met des couleurs. La raison est ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'Union. La raison est politique.
parce que c'est une zone dans laquelle le SDF est extrêmement en difficulté depuis plusieurs années. Et le SDF, en marquant donc ce coût qui était quelque chose de normal, la réflexion des bâtiments de cette école, a voulu marquer également son empreinte politique pour dire nous sommes là, voyez-vous comment on vous aide, etc. Or, l'idée était bonne, mais la façon dont ça a été mené, ça a posé problème. Le commissariat du 9e arrondissement était interpellé. Le sous-préfet de Douala 1er s'y est rendu. Et c'est sous la pression des autorités administratives et municipales. Et je rappelle des informations que j'ai, qui peuvent être encore vérifiées. Je mets ça au conditionnel, la mairie de Douala 1er n'aurait pas été saisie pour ces travaux. Ça veut dire que c'était fait également en violation des dispositions légales. Et c'est une des choses que nous dénonçons souvent dans la décentralisation. Vous savez que même Foutso Victor, avec ce problème, lorsqu'il voulait mener certains travaux d'intérêt général à Banjoun, où il avait cette loi-là qui posait problème. Donc, il faudrait qu'on permette, comme vous avez cité les élus, entre autres, de pouvoir mener certaines actions sociales qui concernent l'intérêt général sans forcément passer par l'autorisation des mairies. Parce que c'est ça qui fait en sorte que parfois l'action des élites que vous citez entre guillemets est bloquée. Et il faut également féliciter ceux qui ont fait ce travail comme je l'ai déjà fait. Mais la prochaine fois, quand ils veulent le faire, qu'on évite la politisation. Sinon, toutes les écoles de Cameroun ont les couleurs du RDPC et on le Merci. Merci pour les Youm d'être avec nous ce dimanche. Il n'a biaisé au sujet de son portail. C'est vrai qu'on sort du petit échange et j'ai toujours pas compris qui a demandé le devis du portail. Vous n'êtes pas seul, madame. Voilà. La question. Non, je veux dire, qu'est-ce qui a été répondu? Qu'est-ce que la mairie a répondu? Vous allez aller faire les travaux là-bas, c'est la compétence de la mairie. Attendez, je veux dire, le courant du problème, on va vous répondre. Je veux dire, le SDF, je rappelle qu'il y a les conseils Joshua aussi. Dans ces zones, il y en a au moins. Je veux dire que Joshua aussi, il a quand même réussi à faire ses travaux. Je vous dis que les informations que j'ai, la mairie de Douala 1er n'aurait pas été saisie pour faire ces travaux. C'est ce que je vous dis donc. On a fait un bassin en force. Que vous auriez pu faire aussi, hein. Oh, bon, vous savez, je n'ai pas l'immunité parlementaire, donc je ne peux pas rentrer à faire cette chose. Merci pour les Youm d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, on reçoit le docteur Patrick Riffoé, enseignant à l'université de Douala, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour, docteur, et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, c'est le RDPC qui vous dit merci pour l'invitation. Bonjour au copanel et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce dimanche. Alors, le problème qui se pose, le problème de fond, hein, finalement, dans ce petit échange avec Maître Moustapha Ngwana, Paul Youm, c'est l'état dans lequel se trouvent finalement la plupart de nos écoles publiques. Alors, cette semaine, le gouverneur de la région du Littoral a fait un tour dans certaines écoles publiques et la journaliste Armelle Sitchouma a relevé sur sa page Twitter l'état dans lequel se trouvaient justement ces écoles avec des photos à l'appui. Malheureusement, c'est une erreur de ma part. Je n'ai pas donné ces photos à la réalisation, mais je suis certaine quand même que vous connaissez l'état dans lequel se trouvent nos écoles publiques. Comment est-ce qu'il faut l'expliquer? Notamment, nous sommes à la rentrée scolaire. Bon, écoutez, je pense que les établissements publics, puisqu'il s'agit sont du ressort... Là, vous avez l'école publique de Bona-Prison. Oui, sont du ressort des mairies d'arrondissement qui ont compétence à la fois pour leurs érections, mais également pour leurs aménagements. Cependant, il est possible qu'un certain nombre de collectivités territoriales ne disposent pas de suffisamment de moyens pour faire face à l'ensemble des travaux qui sont souvent nécessaires à la bonne tenue de ces établissements-là. Et dans ce cas-là, la communauté éducative, de manière large, est souvent sollicitée. C'est-à-dire que les associations des parents, d'élèves et d'enseignants peuvent apporter leurs échos dans certains cas de figure. Dans d'autres cas de figure, des élites ou même des élus comme l'honorable Joshua aussi peuvent, dans le cadre de leurs activités sociales, investir dans ces établissements-là. Donc, le sujet, ce n'est pas de dire les établissements sont dans une situation d'abandon, c'est qu'il faut mobiliser toute la communauté. Je veux dire, c'est le constat déjà. Oui, mais je dis toujours, il faut rester prudent et mesuré. On a pris 2-3 images. Est-ce qu'on a fait le tour des établissements? Et mettre des œillères, il faut mettre des œillères surtout. Non, ça n'a rien à voir avec des œillères, maître.
il faut rester dans les proportions. Nous avons un peu plus de 3000 établissements publics, écoles primaires au Cameroun. Donc, le travail, l'investigation journalistique qui a été faite porte sur combien, quelle est la proportion d'établissements qui se trouvent dans cet état-là. Je pense qu'il faut rester prudent. Ce sont les œillères, justement. Non, il y a des établissements qui sont dans une situation préoccupante, mais est-ce que c'est la majorité? Quelle est la proportion? À partir du moment où il y a une proportion, le sujet devient intéressant. La proportion est inquiétante quand même. Sinon, on se met à faire un procès en sorcellerie alors qu'on n'a pas des statistiques qui sont des statistiques fiables qui peuvent nous permettre de discuter de manière pertinente. Je veux dire, on vient de parler de deux écoles, l'école publique de Bonapriso, l'école publique de on parle de deux établissements. J'ai indiqué qu'il y en a plus de 3000. Je parle d'établissements publics dans la ville du Cameroun. Oui, il faut peut-être faire une étude plus globale avant de pouvoir apprécier quelle est l'ampleur du phénomène, parce que votre interrogation portait sur l'ampleur du phénomène. On ne dit pas que les établissements dans un état préoccupant n'existent pas, mais ce que nous disons, c'est que pour l'ampleur, il faut rester prudent. Nous n'avons pas une étude suffisamment fiable et exhaustive pour pouvoir épiloguer là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de ce qu'il y a à faire, parce que je pense que le vrai sujet derrière, c'est que fait-on des établissements qui se trouvent dans cet état-là? J'ai dit, il est de la compétence des municipalités d'investir ce champ-là, ce sont leurs prérogatives statutaires. Maintenant, les élites se mobilisent, les associations de parents d'élèves et d'anciens se mobilisent. Vous avez bien suivi ce que Paul Eyoum a dit lorsque lui, en tant qu'élite, il a voulu refaire le portail de l'école publique de Niodé. Écoutez, j'ai surtout entendu Maître Ngwana et Maître Diou relever le fait qu'il avait biaisé sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il a choisi de ne pas répondre. Non, mais il a répondu finalement. Il a répondu finalement. Il vous a donné une réponse. Il a fini par répondre. Il vous a donné une réponse de Normand. Il a refusé de répondre à cette question. Parce que si M. Paul Eyoum avait suivi même la démarche de l'honorable aussi, je crois qu'il a écrit au préfet ou au sous-préfet. Il a écrit après ou avant? Après. Voilà. Je ne sais pas si c'est avant ou après les travaux. Ce que je sais, c'est qu'il a saisi une autorité et que cette autorité lui a dit, il y a un projet de la mairie qui consiste à réhabiliter cet établissement. Vous feriez bien de vous rapprocher de la mairie pour voir dans quelle mesure vous pouvez travailler ensemble. C'est la réponse qui lui a été donnée par l'autorité. Donc, je ne sais pas si dans le cas de Paul Eyoum, il avait saisi une autorité. Bon, lui, il préfère l'optique dans laquelle il peut engager ses travaux sans saisir personne, puisqu'il vous a dit que c'est l'idéal. Mais qui a dit que c'est l'idéal? Je vous ai dit que j'ai plutôt dit que c'est le SGF qui l'aurait fait, parce que les informations que j'ai, la mairie de Douala premier n'a pas été, c'est des informations que je n'ai pas été. Dans le cas du SGF, il y a quand même un courrier qui circule. On ne peut pas dire qu'aucune autorité n'a été saisie. Peut-être qu'il n'a pas saisi directement la mairie de Douala premier, mais il me semble que dans la réponse qu'on lui fait, on lui demande de se rapprocher de cette mairie-là, qui a elle-même un projet de rénover cet établissement. Je suppose, ne sachant pas les suites, je suppose qu'il s'est plié à cette obligation républicaine. Merci Dr Patrick Rifo d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, on reçoit Maître Roland Diou. Il est avocat, militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour Maître et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Leïla, bonjour à mes copanélistes que je salue respectueusement, ainsi que les téléspectateurs de STV ce dimanche que je retrouve avec grand plaisir. Alors que pensez-vous de toute la polémique autour de la All Bamileke Conference qui s'est tenue aux États-Unis, mais également de la polémique née des propos de l'artiste André-Marie Talla? Je vais vous donner deux réponses à mon avis direct, oui. Parce que de ce que j'ai pu en apprendre, je commence par les propos de l'artiste André-Marie Talla, la légende André-Marie Talla. J'ai l'impression que ces propos ont été sortis de leur contexte. Il semblait qu'il y a plusieurs autres mots en amont qui n'ont pas été relevés par ceux qui justement animent la polémique. Et une fois ces mots mis ensemble auraient simplement permis de comprendre la quintessence de son propos. Et d'ailleurs, quand on met les choses ensemble, les unes à côté des autres, cela permet également de finalement s'étonner qu'il y ait une polémique autour justement de la All Bamileke Conference. Parce que précisément, de ce que j'ai pu en apprendre, il s'agit d'associations, plusieurs associations
de Camerounais résidant aux États-Unis qui partagent, qui ont en commun leur appartenance à la communauté des Grassfield et l'amour pour le Cameroun. Et leur amour pour le Cameroun, la promotion de ces valeurs culturelles et ancestrales, qui ont décidé de se réunir en convention dans une ville des États-Unis d'Amérique. Et si on me dit que cela est un problème, alors je ne sais pas si on autorisera désormais l'Ungwon ou bien d'autres manifestations culturelles. Il y a eu récemment une exposition au musée du Quai Branly, Chirac, à Paris, sur la culture bamileke. Donc je pense que cela est dans l'ordre du normal. Cela me permet également de peut-être apporter un élément supplémentaire dans le débat, parce que il ne faut pas, parce que l'on combat le tribalisme, voir le tribalisme partout. On peut être fier de son identité culturelle, on peut la promouvoir sans forcément être tribaliste. Parce que la différence justement entre la tribalité et le tribalisme, c'est que le tribalisme, ce n'est même pas la promotion d'une valeur culturelle quelconque. C'est simplement la haine d'autrui fondée sur ses origines ethniques ou tribales. Alors que la tribalité, c'est le fait d'être fier, d'être issu de quelque part. On est fier d'être noir. Ce n'est pas parce qu'on est fier d'être noir qu'on déteste les non-noirs. Mais si on peut parfaitement ne même pas se réclamer de quelque valeur panafricaniste que ce soit et être quand même raciste. Mais on se souvient quand même que les rencontres fraternelles du Sud avaient posé problème, avaient alimenté également une autre c'était polémique. les mêmes qui criaient. Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais savoir ce que M. Eyoum appelle les mêmes qui criaient. Je parle de vous, les militants du MSC. Alors, Maître Roland Diou s'adresse aux téléspectateurs et M. Paul Eyoum le traite de les mêmes. Quand on lui demande d'expliquer, il dit les militants du MRC. Un autre grand mot. Qui? Quel militant du MRC? Personne. Alors, allons-y avec les rencontres. C'est justement la raison pour laquelle, justement, nous avons des polémiques inutiles dans notre pays. C'est-à-dire que, quand un sujet est sur la table, on a une horde de politicards tribalistes qui, au lieu de répondre à la question de fond, s'arrangent à faire des stigmatisations orientées. Les mêmes ont fait ceci, les mêmes faisaient cela, les mêmes faisaient ceci. D'abord, je ne suis pas certain de m'être exprimé sur la question des rencontres fraternelles du Sud. En tout cas, probablement pas dans les termes qui sont dans l'esprit de M. Eyoum. Ça, c'est d'un de deux. Il nous semble que la question qui était posée par rapport à la All Bamileke Conference n'est pas la même qui était posée aux rencontres fraternelles du Sud, me semble-t-il. De trois, on est dans un contexte où... Quelle est la question posée à la All Bamileke Conference? La promotion. Je fais du Sud, moi je veux comprendre. Quelle est la... Monsieur Paul Eyoum, je crois que je suis encore celle qui pose les questions, merci. Quelle est la question posée à la All Bamileke Conference? Alors, avant d'y arriver, j'aimerais quand même faire quelques précisions. Oui. Je n'ai pas le sentiment que je sois ici le porte-voix, ni de la All Bamileke Conference, ni des rencontres fraternelles du Sud, ni même des mêmes, les fameux les mêmes, qui seraient pourfendeurs des rencontres fraternelles du Sud, d'une part, et défenseurs de la All Bamileke Conference. Peut-être que dans l'esprit de ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils se disent que quand on est Bamileke, forcément, on est porte-voix ou solidaire, etc. Donc, je serais très mal placé pour vous dire ce qui était à l'ordre du jour de la All Bamileke Conference, par exemple, parce que tenez, vous ne m'y avez pas vu, je n'étais pas invité, donc je ne sais pas de quoi il est question. J'ai vu, comme tout le monde dans l'actualité, qu'il y a eu une rencontre de cette nature aux États-Unis. J'ai vu comme vous, dans l'actualité aussi, que le fait que cette conférence ait été organisée, cette convention ait été organisée et qu'il y ait eu des prises de parole, que cela ait suscité quelques polémiques. Vous me posez donc la question de savoir qu'est-ce que je pense de tout cela. Je vous réponds. De là à me rendre comptable ou coupable je veux dire, si on de ce qui a été dit dans le cadre précédent, il me semble que cela pose un problème. Non, la question que je pose, si on admet que les Bamileke puissent se réunir en association comme ça a été le cas aux États-Unis, est-ce qu'on ne peut pas également admettre d'un autre côté que
les ressortissants du Sud également puissent se réunir, comme ce fut le cas à Il me semble que cela est dans l'ordre du normal. Je ne pense pas avoir dit que c'était interdit aux ressortissants du Sud de se réunir. En gros, que ce soit la polémique pour les refrases, que ce soit la polémique pour les... Oui, ce qui est clair, et je me répète parce que je l'ai dit avant de le dérouler un peu plus tard, je l'ai dit, il ne faut pas confondre le tribalisme et la tribalité. On peut parfaitement se réunir pour défendre son identité culturelle, son héritage ancestral, sans que dans une république cela pose un problème. D'accord. Le problème se pose dès lors que l'on se réunit pour fabriquer, pour encourager, pour distiller la haine d'autrui, la stigmatisation de l'autre. Oui. Voilà le propos que je tiens et que je maintiens. D'accord. Allez-y, docteur Patrick Riffaut, d'abord. Je peux dire une chose là-dessus. J'aurais préféré m'exprimer dessus que d'avoir épilogué sur le cas de l'école de Paul Yves qui a été rénovée par l'honorable Joshua Ozi. Donc, parce que puisque vous n'avez pas la rénovation... Non, c'était pas... D'ailleurs, c'était pas votre question. Votre question, c'était l'État. Votre question, c'était l'État dans lequel se trouvent les écoles publiques. Voilà. Si vous me permettez, oui, parce que chacun a quand même eu son sujet d'entrée. Oui. J'ai le mien, mais permettez-moi de parler un peu du sujet d'entrée. On reviendra. Allez-y, docteur Patrick Riffaut. Ce que je voulais dire, c'est que moi aussi j'ai suivi ce qui s'est dit autour de ce congrès. Il me semble que ce sont davantage les propos de la légende André-Marie Talla que le congrès en lui-même qui est fait polémique. J'ai entendu très peu de gens reprendre les organisateurs d'avoir réuni les fils Grassfield autour de cet événement-là. Maintenant, effectivement, il y a un propos, parce que moi j'ai suivi, j'ai la vidéo qui contient l'essentiel de l'intervention de André-Marie Talla. Il est même très dur par moments vis-à-vis de la jeunesse bamileke. Je crois que j'ai même partagé cette vidéo en indiquant en commentaire que ce qu'il dit ne concerne pas que les Bamileke, ça concerne l'essentiel des Camerounais qui prennent des libertés aujourd'hui avec la morale publique et qui pensent que la malice c'est devenu un signe d'intelligence. Mais il a pris le soin de bien stigmatiser ça. Maintenant, le fait qu'il ait parlé de locomotive, ça a été mal interprété. Bon, c'est mal interprété, pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où on regarde désormais de manière très suspecte les regroupements communautaires parce que certains considèrent que derrière des regroupements communautaires, même si le projet culturel, il pourrait y avoir des velléités hégémoniques. Je pense que c'est l'arrière-fond. C'est pour ça que quand les fils du Sud se réunissent, on pense toujours qu'il y a un agenda caché. Si les fils bamileke se réunissent, on va dire il y a forcément un agenda caché. Demain, quand les fils du Nord vont se réunir, ça va être le même procès qu'on va le faire. Le même procès qu'on va le faire. Mais beaucoup ont quand même des problèmes avec 10 millions de Nordistes. Pourquoi? Je me dis, si on permet aux bamileke de se retrouver, on permet aux... Dans le cas, justement, précisément, dans le cas des Nordistes, il y a une ambition politique qui veut... prendre racine sur... Est-ce que l'ambition politique a été dévoilée? Vous estimez, vous pensez, est-ce que l'ambition politique n'a pas été dévoilée? Le porte-voix, parce que je crois qu'il y a un porte-voix. L'expression publique du porte-voix de ce projet est sans équivoque. Il me semble que nous l'avons tous lu ici. Son problème, en tout cas, la problématique qu'il pose, c'est quelle est la place que nous allons avoir dans la suite de la gouvernance du Cameroun. Il ne s'en cache pas. Et avoir un projet pareil, en le fondant sur l'ethnie, ce n'est pas acceptable. C'est dangereux pour l'unité nationale. Maintenant que des jeunes Camerounais d'un village, d'un arrondissement, d'un département, d'une région ou même de plusieurs régions dans le cas de se réunissent pour promouvoir leur culture, se réunissent pour promouvoir le développement de leur pays, ça doit être encouragé. Ce qui doit être stigmatisé, ce sont les velléités politiques. Pour le moment, je n'ai pas vu de velléité politique. Je ne pensais pas vivre suffisamment longtemps pour vous voir être d'accord avec Maître Roland Dio sur un sujet, mais bon, ça... Oui, vous voyez... Non, mais vous savez, il a peur de taper dessus aujourd'hui. Hein. Ah bon? Vous terminez. Donc, pour le moment, je n'ai pas vu
d'agenda caché derrière la All Babilité Conference. Oui. Je n'ai pas vu d'agenda caché derrière les réframs. Ce sont des manifestations qu'il faut encourager dans le format qui est le format actuel. Allez-y, Pauléo. Oui, vous savez, je suis très indigné de voir parfois le jeu, j'appelle ça le double jeu permanent de certains partis politiques qui n'arrivent pas à sortir de l'ancrage communautaire. Vous savez, lorsque les rencontres fraternelles du Sud ont été convoquées, les camarades de Joe, j'ai fait un plateau de Saka, c'était un de ces camarades, je dis partout dans les radios, tous criaient pourquoi ils se réunissent, pourquoi je disais non. Il faut que quand les Camerounais se réunissent, c'est une bonne chose. Là, les Camerounais se rassemblent. J'étais d'accord. Pardon, je vais d'abord continuer. Je vais d'abord continuer. Non, le problème, c'est que Maître Roland veut savoir qui est ce camarade. Tout à fait. D'une part, est-ce que c'est le seul, est-ce que c'était vos seuls copanélistes? Pas du tout. Parce que vous donnez l'impression que vous étiez dans des duels avec les camarades de Dieu. Maître Roland, vous permettez. Allez-y, Paul. Et nous, on disait que non. Moustapha, je vous en prie. Maître Moustapha, allez-y. Et donc, c'est encore la All Conference Grassfield est une bonne chose. Parce que les Camerounais qui se sont unis pour parler des problèmes communautaires, c'est une très bonne chose. J'espère même que les chefs traditionnels étaient là. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui au Cameroun, c'est que la chefferie traditionnelle est remise en cause dans la plupart des régions de notre pays. Parfois, vous voyez des Camerounais, comme par exemple nos frères Grassfield qui se sont unis, ils ont l'envie de faire quelque chose, mais parce que c'est dans le cadre communautaire, ils ont besoin des chefs. Or, les chefs sont caporalisés par l'état-major du parti au pouvoir et c'est souvent eux qui viennent torpiller l'action qui est mise en place par les élus de cette communauté. Maintenant, là où il y a polémique sur les propos du père André-Marie Talla, c'est qu'en fait, il faut que les gens comprennent souvent une chose. La réussite d'abord suscite souvent la jalousie. Il faut que les gens le comprennent. La deuxième chose, c'est que dans ces propos, il y a certains interprètent ça comme un certain manque d'humilité. Parce que ça, même en politique, vous savez que le SDF avait dit que l'avion n'entre pas dans la voiture. Pareil, comme tout. Aujourd'hui, sont devenus le vélo et le MS est devenu le train. Simplement parce que c'était de l'arrogance. Et le temps a fait en sorte qu'aujourd'hui, le SDF, lui, se retrouve, du moins à la présidence, il s'est retrouvé à l'arrière. Ça peut dire que même lorsque vous êtes dans une situation plus ou moins, entre guillemets, confortable, il faut toujours garder à l'esprit cette humilité. Parce que dire que nous sommes à locomotive, les autres c'est le wagon, vous suscitez un ressentiment chez les autres. Parce qu'ils se disent qu'en fait, donc vous donnez l'impression que vous êtes trop fort, les autres sont là pour vous accompagner et ça crée un fond qui devait persister. Maintenant, je chute sur une chose. Nous sommes Est-ce que les propos d'André-Marie Talla n'ont pas été sortis du contexte? Je veux dire, est-ce que cette phrase n'a pas été sortie d'un ensemble de tests qui a été dit? Patrick Ifou l'a déjà dit. Je parle juste de cet extrait. Dieu l'a aussi dit. Oui, moi j'ai suivi, peut-être. En 2020, il y a les élections. Il y a les élections. Roland l'a dit, d'accord, Roland l'a dit. Mais Youma a la mémoire sélective. Il a la mémoire sélective. Maître Moustapha Gouané et Maître Roland Diop, permettez à Pauléo de s'exprimer. Il y a les élections municipales. Oui. Le RDPC a réuni à Douala 5e. Il y a une vidéo qui a fuité où il y a un militant du RDPC qui a tenu des propos, qui s'est excusé après. Mais qu'est-ce que le RDPC a fait? On l'a sanctionné. Premièrement, pour candidat à l'élection. Deuxièmement, il a eu des sanctions dans le parti. Il a présenté des excuses publiques parce que c'était des propos qui suscitaient des conflits communautaires. Mais le RDPC a sanctionné. Ça veut dire qu'un parti politique, là je parle maintenant de qui choisit... Pardon? De quel militant Sodome et Gomorrhe? Je ne connais pas son nom. C'est un camarade de Patrick Ifou et qui l'avait fait. Lorsque il y a quelque chose... Sodome et Gomorrhe est député suppléant. Il ne peut pas être précis parce qu'il s'agit du RDPC. Mais comme il chute sur le MSC, je vous mets au défi. Allez-y. Qui peut porter qui peut créer une certaine frilosité des valeurs républicaines. On doit s'indigner en tant que parti politique. Or, ce que je constate, c'est que souvent, Roland, je ne veux pas dire lui du moins ses camarades, c'est que parfois, il dénonce une chose, il ne dénonce pas l'autre. Je veux dire, André-Marie Talla est militant du MRC. André-Marie Talla est militant du MRC. Pas du tout, non, c'est pas ce que je dis. En fait, je parle de manière globale. Ça veut dire que si, par exemple... J'espère qu'il est militant du RDPC, André-Marie Talla. Il a même plus de chances qu'il soit au RDPC qu'il soit d'un parti de Sauf que c'est nous qui devons nous expliquer sur ses propos. Non, pas du tout. En tout cas, dans l'esprit de Pauléo. C'est pour dire qu'en fait,
Hollande a refusé de condamner cette partie-là. Or, lui-même, de condamner quelle partie, la phrase de nous sommes là, nous elle est sortie du contexte. Donc, de toute façon, la polémique... Je condamnerai quand docteur Ifo l'aura condamné. De toute façon, la polémique, elle est passée. Je crois que tout le monde a fini par comprendre. C'est juste pour dire qu'à l'avenir, avec le climat actuel qu'on connaît, où il y a beaucoup de prix d'entrée, vous avez cité 11 millions de nordistes et tous ces autres mouvements-là, il faut 10 millions, pardon, 10 millions. Il faut vraiment que lorsqu'on s'adresse, surtout quelque part où on s'adresse sur la place publique, vous terminez rapidement. On doit comprendre qu'une chose peut être sortie de son contexte, mal interprétée, et ça crée des problèmes. Maître Roland Dio, vous voulez dire en une minute un mot sur les écoles publiques, en une minute. Moi, je voulais remettre la balle au centre en ce qui concerne les écoles publiques. Et la question qui est au centre, à mon avis, c'est celle de la décentralisation. On peut proclamer que cela a ressorti de la compétence des communes, mais où sont les moyens que les communes doivent utiliser pour justement adresser ces questions-là? Quand on sait que malgré qu'un grand dialogue soit passé par là, on n'arrive toujours pas à transférer les ressources. Vous savez, on peut décider, je crois qu'on est tous parents autour de cette table, vous pouvez dire à votre fils qu'il est autonome. Il a l'autonomie financière, il a tout ce que vous pouvez imaginer, la personnalité juridique, voyez. Mais s'il n'a pas les moyens de sa politique, il continuera de squatter votre maison, continuera de vous demander l'argent de baigner. C'est la situation dans laquelle sont les collectivités territoriales décentralisées à tous les niveaux, que ce soit au niveau communal qu'au niveau régional. Ce sont des petits-enfants qui quémandent de l'argent de baigner à l'État central qui définitivement refuse de décentraliser. Il en est simplement incapable. Évidemment, c'est parce qu'il est piloté par une idéologie qui est fortement jacobine. Et dont le maître central est jacobin peut-être depuis la naissance. Merci Maître Roland Dio. Alors Yaoundé en manque d'eau potable. Le quotidien de plusieurs habitants de la capitale politique du Cameroun est désormais rythmé par ces robinets secs. On repart avec vous, Maître Moustapha Angwana. Comment est-ce qu'il faut lire cette crise de l'eau à Yaoundé? Vous savez, c'est une question générale de gouvernance. C'est une question générale de gouvernance. Je pense qu'il y a des minima qui sont attendus par les populations. On a besoin d'avoir des routes, on a besoin d'avoir des hôpitaux, on a besoin d'avoir de l'eau potable, on a besoin d'avoir l'électricité. Mais personne et des écoles. Et tout à l'heure, on parlait des écoles que mon parti a réflexionné. On dit que... Une école. Bon, il dit une école qui contient plusieurs bâtiments, plusieurs salles de classe, que mon parti a réflexionné. Et un portail qui a été refait et que M. Youm n'a pas pu refaire. Non, ce portail... D'accord. Donc, je poursuis pour dire qu'il s'agit d'une question globale de gouvernance. Il s'agit d'une absence de vision stratégique, d'une absence de leadership véritable, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des questions comme celle-là qui ne sont pas adressées et qui font l'objet de saupoudrage. Peut-être que c'est une digression. Vous imaginez, par exemple, qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a une question de crise il y a une sérieuse crise alimentaire. Un ministre vous propose comme stratégie de vous réunir au quartier pour aller acheter la nourriture. Le même ministre va vous dire que non, vous les meuniers, que les meuniers mettez-vous ensemble pour aller acheter le blé. Alors que nous avons par exemple à Ouassane des 600 000 hectares de terre, on avait la SODE blé dont les silos sont encore sur place qui peuvent permettre de pouvoir résoudre le problème de manière profonde et définitive. Il y a du blé au Soudan. De manière profonde et définitive. Ou bien qu'il faut aller acheter le blé au Soudan. L'Éthiopie aujourd'hui est venue avec du blé au Cameroun. Donc c'est pour dire qu'en réalité il s'agit d'une véritable question de vision stratégique. Ceux qui nous gouvernent sont complètement déconnectés. Ils sont très loin de l'essentiel. Vous allez voir que dans leurs différents domaines, ils ont des forages. Donc ils n'ont très souvent pas les problèmes que connaissent les Camerounais. C'est un peu comme ces ministres-là qui vous disent, un ministre camerounais qui vous dit qu'il y a des embouteillages, il vous dira qu'il n'y a pas d'embouteillage au Cameroun. Parce que lorsqu'il sort chez lui le matin, il y a des gyrophares, il y a la police et tout ça là, il y a une escorte et il n'a pas le problème. Donc en fait, il y a cette espèce de déconnexion entre les gouvernants et les gouvernés qui font qu'ils sont très loin des réalités quotidiennes des Camerounais. Donc c'est la question, c'est là où se trouve le problème. Vous vous imaginez qu'il n'y a pas de l'eau à Yaoundé, qui est la capitale, donc à quelques encablures de la demeure de Monsieur le Président de la République, il n'y a pas d'eau. Et c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que vous retrouvez dans le septentrion des personnes en train de boire l'eau au même endroit que des bêtes, que des animaux. Donc c'est une question de vision stratégique et qui montre la manière avec laquelle notre pays est un peu gouverné à l'avenant, gouverné au petit bonheur, à la porte des pièces, au petit bonheur, la chance. Donc et il faut fortement le regretter et espérer que ces gens vont au plus tôt libérer la scène politique et aussi éviter
que des personnes qui se disent de l'opposition viennent sur les plateaux de télévision tirer sur leurs camarades. Paul, on peut tenter de juguler justement la situation. Kamwat a distribué depuis quelque temps de l'eau à travers des camions citernes dans certains quartiers. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Vous savez, ça fait penser, c'est pas la première fois. Il faut dire que c'est pas la première fois. Mais c'est le mesurette. Il y avait même tout un programme de distribution d'eau, comme si nous étions au Darfour, un espace de guerre en plein Yaoundé, la capitale, et c'est mauvais. Il faut d'abord savoir que la ville de Yaoundé a des problèmes d'eau depuis même le président Aïdjon. Mais seulement, on peut pas être en 2022, on a encore les problèmes de 1960. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que les gouvernants actuels, ils ont échoué dans ce domaine. Il a cité d'autres domaines. Soyez Dieu, il y avait la bonne fontaine. Même si au moins il y avait les bonnes fontaines. Et il n'y avait pas la démographie actuelle. Donc il n'y avait pas beaucoup de problèmes de personnes qui se retrouvaient dans des problèmes de pénurie. Donc, prenez par exemple un quartier comme Mimbouma. Mimbouma, il n'y a pas d'eau à Mimbouma depuis de 2 semaines. Allez à Lonkak, il y a des coupures. Vous allez à Etoudi, même le quartier où se trouve le palais entre Bastos et Etoudi, ceux qui connaissent bien la ville de Yaoundé, à Etoudi même, à Emana, quartier juste à côté d'Etoudi, toutes ces zones-là, vous avez des endroits où il y a des pénuries d'eau à Yaoundé. Quand Kamwat vient nous distribuer de l'eau, on se pose la question de savoir comment le Cameroun, un pays dans lequel chaque département porte le nom du cours d'un fleuve, il n'y a pas d'eau. Sauf le Fako. Bon, voilà, évidemment, à Boya. Et le coupé, Mais la plupart, je dis bien la plupart des départements Cameroun portent le nom d'un fleuve et il n'y a pas d'eau. Comment on peut expliquer cela? L'ancien DG de la Kamwat, de Jean-Brian Solo, ceux qui sont dans le domaine disent qu'il avait entrepris un certain nombre de travaux et qu'il a été il a été touché, épinglé par l'opération EPV. Mais quand je dis touché, c'est-à-dire que des gens auraient manigancé. Et depuis qu'il est parti, dit-on, les travaux qui étaient en cours jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas connu d'achèvement. Vous allez prendre, on a fait voyager le chef de l'État en 2011, si je me rappelle bien, par la forêt. Un endroit où je ne sais même pas comment faire, Panga, Mélène, on nous a fait investir des milliards. On nous a parlé de projets structurants dans le cadre des grandes ambitions qui quittaient de 2004 en 2011. À la veille des réalisations, mais on nous a fait tout un tapage médiatique, on appelait les médias. Les médias de propagande du régime ont fait leur travail. Le journal L'Action du RDPC, les militants de RDPC sont partis au foyer, nous ont dit que le tout aussi, le Cameroun, il y aura l'eau, le tout aussi, il y aura l'eau, ça va couler à l'abondance. Nous sommes en 2022, pas juste sur goutte d'eau. Tous ceux qui ont travaillé, avec bébé, aujourd'hui, je ne sais même plus dans quoi ils sont. Peut-être ils sont dans les grands torpillements de la République actuellement. Aujourd'hui, en 2022, il n'y a pas une seule goutte d'eau, Madame Lila. Vous savez, lorsque vous gérez un gestionnaire, c'est quoi? C'est que lorsqu'un projet comme celui-là échoue, la première chose, on appelle tous ceux qui ont travaillé dans ce projet. Venez nous expliquer pourquoi vous avez travaillé dans ce projet. On investit des milliards et ça échoue. Vous devez rendre des comptes. Mais vous voyez, personne n'est inquiété. Chacun a son poste. D'autres même, ils seront promus, comme on a l'habitude de faire. On va arriver au sujet basé à Tanga tout à l'heure. Ne soyez même pas surpris qu'on va arriver que lui revient ministre encore de l'eau et de l'énergie, qu'on le lave comme Jésus, ou c'est Jean-Baptiste avait lavé Jésus, il devient saint. Et puis on continue. Non, il n'y a pas d'eau, Madame Léa, en 2022. C'est un constat. Ce n'est pas une affaire d'opinion, c'est un constat. Il n'y a pas d'eau en 2022. Cela veut dire que le gouvernement a totalement échoué comme il échoué dans d'autres domaines. Patrick Rifoy, crise de l'eau à Yaoundé. Le gouvernement et Kamwat a senti dos au mur. Non, je voulais anticiper sur Patrick. Madame Léla. Je voulais anticiper. Je pense que il avait dit que les statistiques ne sont pas suffisamment fiables. Comme celui-là, il fallait permettre à Maître Dio de compléter le réquisitoire. Je suis pas très bon. Allez-y, docteur Patrick Rifoy. Est-ce que le gouvernement camerounais et Kamwat a son dos au mur dans cette... Mon cas spécial. On joue pas la même équipe. Pas dans la même équipe. C'est le Cameroun. Non, je la même équipe, c'est Cameroun. Ça n'a rien à voir. C'est un réquisitoire. Vous ne vous êtes pas concerté. Finalement, j'ai l'impression d'avoir invité des petits copains sur un plateau dimanche. Non. Allez-y. Le respect que l'on se doit, on est tous des républicains. Allez-y, docteur Patrick Rifoy. Je pense que c'est un vrai sujet que vous mettez sur la table. Oui. La question de l'accès à l'eau potable pour les citoyens camerounais, pas seulement dans les zones urbaines, mais dans les zones rurales également. Et je commencerai par indiquer quelque chose de très simple, c'est que en 1982, lorsque le président Paul Biya accède au pouvoir, vous avez à peine 30% de la population camerounaise d'alors qui a accès à l'eau potable. Et certainement vos statistiques sont fiables.
Aujourd'hui, ce sont les statistiques modestement de la Banque mondiale, donc tout le monde peut vérifier. Aujourd'hui, nous avons à peu près 63-64% de la population camerounaise qui a accès à l'eau potable. On peut considérer que c'est insuffisant, mais il faut quand même relever qu'il y a eu des progrès. Maintenant, malgré ces progrès-là, il y a une situation que nous avons connue que vous n'ignorez pas. Nous avons eu une situation de crise économique qui a contraint l'État à ne pas investir dans un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs importants, notamment l'accès à l'eau et l'accès à l'électricité. Pendant près de 20 ans. C'est la raison pour laquelle la station d'Akomniada, qui alimente Yaoundé en eau potable, elle a été construite en 1985. Elle a une capacité de 135 000 mètres cubes d'eau et 130 000, et vous avez une station d'appoint en Fou qui fournit à peu près 50 000 mètres cubes d'eau. La ville de Yaoundé et ses environs a des besoins de pratiquement 315 000 et docteur, il faut essayer ça, sauf que ceux qui gèrent l'eau ne le savent pas. Non, si je le sais, je suppose qu'eux aussi le savent. Eux aussi le savent. Je vais y arriver, je vais y arriver, maître. Donc, déjà, vous avez un delta d'à peu près 135 000 mètres cubes d'eau qui ne peuvent pas être fournis. Donc, structurellement, de manière structurelle, c'est-à-dire au regard de l'offre actuelle, il y a un déficit. Que les choses soient claires là-dessus. Il y a un déficit. Maintenant, ce déficit, qui est un déficit structurel, c'est aggravé par l'état de la station d'Akomniada, parce qu'il y a des travaux qui doivent y être faits, et sa production théorique n'est pas la production réelle. Aujourd'hui, sa production réelle est estimée à 80 000 mètres cubes. Et des travaux qui suppriment le RDPC? Non, maître, les travaux n'ont surpris personne. C'est quand même compas. Permettez que je mette en contexte, monsieur Paul Eyoum. Donc, que vous mettiez des œillères. Face à cette situation, le gouvernement a choisi, depuis 2016, de mettre en œuvre le PAEPIS, le projet d'adduction en eau potable de la ville de Yaoundé, à partir de la Sanaga. C'est un projet qui a mobilisé 400 milliards à peu près. Avec pour unité de mesure le milliard, comme d'habitude. Et vous permettez que je développe, maître. Allez-y. Et les premiers mètres cubes sont attendus pour la fin de cette année. Les premiers mètres cubes sont attendus pour la fin de cette année. Donc, ceux qui veulent mourir de soif, j'ai à peu près, j'ai quelques statistiques sur l'état d'avancement. J'ai quelques statistiques. Mais docteur Ifo, la question qu'on pose, c'est avant la fin de cette année, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les populations qui ont du mal à avoir de l'eau potable, qu'est-ce qu'elles font? Je vais y arriver. Je commence par la question de fond, c'est le déficit structurel, c'est-à-dire comment on continue d'avancer avec les camions citernes, on rationne l'eau potable. Le déficit structurel, c'est la manifestation de l'incapacité à prévoir, à programmer. Mais ce n'est pas conjoncturel, vous dites structurel. Il ne dit pas ce que c'est que j'espère que vous entendez. Vous entendez. Permettez au docteur non conjoncturel. Permettez au docteur Patrick Rifo. Ne fais pas docteur Rifo. Il va dire qu'après c'est parce qu'il y avait trop de tigres. Bien sûr. C'est qui nous explique. Parce que nous on veut savoir comment on fait entre aujourd'hui et quand les milliards là vont nous. Allez-y, docteur Patrick Rifo. Ce projet-là doit permettre de fournir 400 000 mètres cubes d'eau à la ville de Yaoundé. Donc on devrait résorber le problème qui est le problème structurel. Maintenant, en fait, est-ce que ce que vous dites, c'est qu'à partir de 2023, il n'y aura plus de problème d'eau potable à Yaoundé? Si le projet est mené à son terme. Si le projet est mené à son terme. Mais qu'est-ce qui peut empêcher? Puisque les fonds, à vous entendre, les fonds auraient déjà été décaissés. Qu'est-ce qui peut donc empêcher le projet d'arriver à son terme? Le projet est même déjà sorti des fonds baptismaux. PAEPIS. Quand vous sortez de la ville de Yaoundé, vous voyez la station, vous voyez, non, c'est à Bankomo. Non. Quand vous allez vers Bafoussam, quand vous sortez de Yaoundé pour aller vers Bafoussam, après le complexe sportif. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il est possible que même en 2023, malgré tous les milliards décaissés, que Yaoundé n'ait toujours pas d'eau. Il y a des avancées. Il me semble que c'est quatre grosses infrastructures qui sont en train d'être construites. Vous avez la station de pompage d'eau à Bachenga, vous avez un poste de traitement d'eau, vous avez
Docteur Patrick, vous savez que les populations, ce qu'elles veulent, c'est pas les grosses infrastructures, c'est ouvrir le robinet et avoir de l'eau potable qui coule, je veux dire. Je connais la problématique des populations. Donc, vous avez des travaux qui, grosso modo, ont un taux de réalisation d'à peu près 90%. Donc, à l'heure où nous parlons. Oui, à l'heure où nous parlons. Ce sont les statistiques. Et il n'est pas sûr qu'en 2023. Ce sont les statistiques qui ont été données par. Vous le dites, mais vous dites qu'on n'est pas sûr qu'on aura l'eau en 2023. Qui a fait l'évaluation du projet en juillet. Nous étions en juillet quand il donnait ces éléments. C'est-à-dire qu'on n'est plus que ça maintenant. En juillet, il nous a indiqué que le projet est sur les bons rails. Maintenant, effectivement, c'est-à-dire que les populations de Yaoundé... Mais vous n'êtes pas certain qu'en 2023, on aura de l'eau en abondance à Yaoundé? Je ne suis pas certain. L'action publique, l'action publique peut connaître des aléas. Donc, il ne faut pas être affirmatif. Si je suis affirmatif et péremptoire en vous disant, effectivement, au 1er janvier 2023, vous savez, il y aura de l'eau pour sur d'autres sujets. C'est comme la Coupe de la Nation de 2019. J'aurai les fins lors de votre prochaine invitation, quand vous me rappellerez les propos que j'ai tenus. Ceux qui parlaient de l'homme Panga sont où? Je ne peux pas m'engager. Vos aînés sont où? Ce n'est pas le sujet. Mais qui vient nous dire ce que c'est devenu? C'est comme la canne, c'est comme la fête à la canne. Maintenant, effectivement, la question c'est... Il ne veut plus utiliser la formule. Pas de tir groupé sur le docteur Patrick Rifo, je vous en prie. Allez-y. Non, allez-y. Allez-y. C'est laborieux, hein. C'est laborieux. Vous avez souvent... Non, il a perdu sa super. Non. Allez-y. Je vous ai dit pourquoi il était gentil tout à l'heure, non? Maître Moustapha. Il était gentil parce qu'il avait peur. Il savait qu'il allait recevoir. Allez-y, Patrick Rifo, allez-y. Mais je vous ai indiqué tout à l'heure, à l'entame de mon propos, qu'il valait mieux laisser les procureurs terminer leur réquisition. Ensuite, j'aurais répondu. Vous n'avez pas cédé à En fait, la question, Patrick Rifo, les questions. Non, je veux dire les questions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau? Vous avez répondu. Vous avez dit. On n'a pas compris. Ni les Camerounais qui nous. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau? Il y a un déficit qui est un déficit structurel. Et il y a un projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi structurel? Ça veut dire quoi structurel? Est-ce que. On dit qu'on a échoué. Ça ne veut pas dire qu'on a échoué. Il y a un contexte particulier qui n'a pas permis. Non, ça c'est conjoncturel. Là, ça devient conjoncturel. Là, c'est conjoncturel. La crise que nous là, c'est conjoncturel, non structurel. 1985 messieurs, je vous en prie. 2005, c'est 20 ans. On n'est plus dans la conjoncture. D'accord. Si pour vous, la conjoncture... Docteur Patrick, il faut, oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau? Parce qu'il y a un déficit. Que fait le gouvernement pour résoudre ce déficit? Le projet qui est construit. Qu'il y a le PAEPIS. Maintenant, à quel moment est-ce que les populations de Yaoundé pourront enfin avoir de l'eau sans interruption? Écoutez, dès que ce projet sera mené à son terme. En fin d'année, comme vous l'avez dit. Le principe, je dis, il faut rester prudent en matière d'action publique. Il ne faut pas donner des délais en étant péremptoire. En gros, on ne sait pas. La date d'achèvement prévue, c'est fin 2022. C'est la date d'achèvement prévue. Maintenant, à court terme, c'est-à-dire en attendant que ce projet soit totalement opérationnel, je dis bien en attendant que ce projet soit totalement opérationnel, la Camerounaise, la Cameroute a entrepris de distribuer de l'eau. C'est une solution de court terme à travers les camions citernes. Et il me semble qu'il y a une programmation qui est faite, qui est communiquée aux habitants de la ville de Douala, de sorte que, la ville de Yaoundé, de sorte que les camions puissent arriver et que les populations puissent accéder à l'eau. Mais ça, c'est la solution de court terme en attendant que le PAEPIS soit pleinement opérationnel. Que pensez-vous de la politique de distribution de l'eau au Cameroun? Je veux dire, la semaine dernière, sur ce plateau, j'ai réuni quelques fils du Septentrion, et c'était ça la question, le manque d'eau potable dans le Septentrion. Qu'est-ce que vous pensez de la politique de distribution finalement de l'eau potable au Cameroun? Je réponds en utilisant le concept fort à propos qu'a utilisé le docteur Ichoué lui-même, le déficit structurel, qui en réalité est un déficit de vision. Quelle est la politique mise en place par le régime que soutient M. Riffoé pour donner de l'eau aux Camerounais? Parce que de l'eau aux ressortissants du Septentrion, c'est aussi et avant tout des Camerounais. Donc, si on n'arrive pas à donner de l'eau aux Camerounais de Yaoundé, et quand on la donne aux Camerounais d'autres régions, les robinets nous donnent souvent une eau d'une couleur particulièrement effrayante, à plus forte payée au même prix, à plus forte raison dans des zones où la nature n'a pas voulu que la disponibilité de l'eau soit la même que dans le Grand Sud.
si on parle du septentrion. Donc, pour répondre directement à votre question, je dirais que nous avons affaire à une réelle cécité stratégique de ceux qui nous dirigent en ce qui concerne la fourniture de quelque chose de fondamental et de basique. Tout à fait. De fondamental et de basique. J'aimerais que les téléspectateurs regardent cette question-là vraiment dans son côté le plus cru. Si un État n'est pas capable de fournir à ses citoyens de l'eau, est-ce que cet État est capable de leur fournir la sécurité? L'acte de naissance, c'est un problème. La carte d'identité, c'est la sorcellerie seulement. Le florilège est long, M. Eyou, mais laissons qu'on se concentre... Il a fait les choses basiques. Voilà, en fait. laissons qu'on se concentre un peu sur l'eau. La nourriture. Ne parlons même pas de nourriture. Vraiment. Parce que pour cultiver dans le septentrion, il faut de l'eau. Et d'ailleurs, on voit des conflits. On voit même des conflits communautaires. Tout à fait, qui naissent parce que justement, il y a un problème dans la gestion de l'eau. Les gens commencent à se demander de quel village ou de quelle tribu ressort tel ou tel, simplement parce qu'à la base, il y avait un problème d'eau. S'il y avait de l'eau pour tout le monde, personne ne se poserait la question. D'ailleurs, ils se marieraient encore plus qu'ils ne le font aujourd'hui, parce que l'amour règne entre les Camerounais, au fond. Donc, quand j'ai fini de le dire, je me permettrai de revenir un peu sur l'intervention de mon bien-aimé docteur Rifoué tout à l'heure. Il a dit 3 choses, essentiellement. Il a dit que le problème de l'eau, c'est le déficit structurel. En répondant à la question que fait le gouvernement, il a dit qu'il y a le PIPIS. Et que... Le PAIPIS, pardon. PAIPIS, vous me pardonnerez. J'avais mal noté. J'avais vraiment mal noté. J'avais pas retenu que c'était PAIPIS. Et que donc, ce PAIPIS est censé arriver à la fin de son exécution, fin 2022. Il a dit quelque chose tout à l'heure que je n'ai pas noté. Je le prie de... Voilà, il a dit qu'en juin, on était à quel pourcentage? 90% de réalisation des 4 unités du projet. 90%. Et autour de 90%. Super. C'est l'évaluation que le ministre a fait en juillet. Super. 90%. Parfait. Et qu'on aura 400 000 mètres cubes d'eau, parce qu'on a investi 400 milliards. Tout à fait, non, c'est 1 milliard par mètre cube d'eau par exemple. Comme Mévelé, l'homme mais qu'il n'y a plus personne pour dire ce que c'est devenu. Je ne vais pas faire de futurologie, je vais plutôt rester dans les choses qui sont factuelles, que tout le monde voit. Comme j'ai l'habitude de voir mes amis du RDPC agir, je sais que ce qu'il dit là, d'ici fin 2022, il viendra nous expliquer qu'en fait, les statistiques de juin, on avait mal compris. Que ce qu'il nous a dit de ce qui était réalisé en juin, c'est-à-dire 90%, là, c'était nous qui n'avions pas bien compris. C'est l'ancienne technologie. Laissez-moi finir. Et qu'il y a la crise du nozo qui fait en sorte qu'on n'a pas... Laissez-moi me tromper jusqu'au bout, pardon. Prière de me laisser me tromper jusqu'au bout. Donc, comme en juin, nous sommes déjà à 90% d'exécution dans l'ancienne technologie des travaux d'infrastructure du PAIPIS. Vous terminez, Maître Roland. Normalement, je ne peux pas finir vite comme ça. Je n'ai pas fini de vous dire comment est-ce que le régime va faire pour qu'on ait de l'eau. Allez-y rapidement, Maître Roland. D'ici fin 2022. Donc, à ce moment-là, on nous dira qu'on a dépensé beaucoup d'argent dans la crise au Nozo. Comme si on venait de la découvrir, pourtant ça fait 5 ans. On va nous dire qu'en fait, il y a les contre-coups de la guerre en Ukraine qui font que le gouvernement est obligé désormais d'injecter beaucoup d'argent pour aider les meuniers à avoir de la farine, pour faire du pain, que les Camerounais mangent aussi. Donc, ils vont faire une sorte de priorisation des besoins. Et qu'il y a le Docteur, la façon dont vous gouvernez le Cameroun en elle-même est pire qu'une caricature. Je discute souvent avec mes bons amis et je leur dis, je crois que quand on racontera comment vous gouverniez ce pays à nos enfants dans 20 ans, ils croiront qu'on fait du stand-up. Effectivement. C'est-à-dire que quand nous, on va leur dire qu'on a vécu dans un pays à une époque où quand on disait qu'il n'y a pas d'eau à Yaoundé, il y a des gens qui nous disaient, bon écoutez, en fait, vous n'avez pas les bons chiffres. Nous, on a les chiffres de la Banque mondiale qui disent ceci. Il ne nous dit pas ce que ça c'est devenu entre-temps. Si on peut le dire avec un ton léger, comme on le fait aujourd'hui sur ce plateau. Mais cela n'empêche pas que ce soit un sujet très sérieux. Et je prends mon air sérieux justement pour dire que arrêtez d'enfumer les Camerounais avec justement les chiffres.
Chaque jour, c'est des chiffres. Chaque jour, c'est des projets. Chaque jour, c'est des programmes. Mais vous ne brillez pas au RDP. Ce n'est pas votre capacité à respecter vos engagements. D'accord. Et la réception de Basile Atanganakuna à la présidence divise le céréal. Dans un double page ce jeudi, le messager nous apprend que le chef de l'État a été saisi par une correspondance du conseiller technique Georges Ewanet, pour qui, poursuit le journal de Pujdiawe, cette audience a entaché l'image de la présidence de la République. Maître Moustapha Ngwana, quelle appréciation faites-vous justement de la venue de l'ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie au cabinet civil de la présidence de la République? C'était le 30 août. Je dois avouer que lorsque j'ai reçu les images, je me suis pincé pour me rassurer que je ne rêvais pas. Je pense que la présence de la République devrait être un lieu sanctuarisé. Même si aujourd'hui on l'a complètement galvaudé et que des forbans peuvent s'y rendre à volonté ou à tir larigot comme on dit. On ne peut pas permettre qu'une personne qui a commis des crimes économiques qu'elle a reconnu avoir commis, qu'elle a reconnu avoir perpétré. On ne peut pas permettre qu'une telle personne, dans un temps voisin de sa libération, donc ça veut dire que le crime on est encore, j'ai envie d'utiliser une expression pénaliste, on est encore, j'ai envie de penser, dans une espèce de clameur public. C'est chaud. C'est encore chaud. C'est encore chaud, les faits sont encore marquants. C'est-à-dire que l'opinion est encore frappée de plein fouet par la gravité des faits qui ont été commis. Et qu'une personne comme celle-là puisse se retrouver à la présidence de la République et qui a bénéficié des largesses de la République. Elle a bénéficié des largesses de la République, mais des largesses dans un contexte quand même abracadabrantesque. Parce que je dois dire que l'État n'a pas récupéré ce qu'il a investi pour la capture de cet individu. Parce qu'on est allé au Nigeria, on a affrété un avion. On a missionné nos barbouzes pour qu'ils aillent le cueillir au Nigeria. Il y a eu de la coopération, il y a eu la coopération diplomatique entre le Cameroun et le Nigeria. Et je peux vous garantir que le Cameroun est redevable au Nigeria dans cette opération-là. Tout à fait. Parce que demain, ils réclameront la contrepartie. Au moment venu, il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe dans le monde diplomatique. Tous ces faits-là, cet avion et autres qui ont été affrétés, ça n'a pas été remboursé. Et il est temps que la République, ou bien ceux qui ont en charge des affaires de l'État, pensent à lui réclamer les frais qui ont été mis à disposition pour qu'on puisse parvenir à son arrestation. C'est dit que c'est inconcevable, mais alors on ne peut plus inconcevable. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer que des personnes comme celle-là se retrouvent dans une espèce d'exhibitionnisme jubilatoire, parce que, passez-moi l'expression, a dit qu'on se filme et on diffuse sur les réseaux sociaux, un peu comme si on voulait narguer les Camerounais. Je pense quand même que c'est un fait qui est suffisamment grave. C'est comme si on faisait une prime à la mauvaise foi. On faisait une prime au banditisme. Il ne s'agit pas d'une personne qui a été libérée au bénéfice du doute. Il s'agit d'une personne qui a reconnu, qui a fait son mea culpa, qui a reconnu avoir commis les faits. Elle a porté atteinte à la fortune publique. Ça veut dire qu'elle a fait même bas sur les deniers qui nous appartenaient à nous tous. Elle a compromis la vie de plusieurs citoyens camerounais. On parlait tout à l'heure des questions d'eau, des questions d'école qu'on n'arrive pas à refaire. Quelqu'un qui était chargé de l'eau. De l'eau qu'on n'arrive pas à avoir. Et c'est lui qui était responsable de l'eau, d'abord comme directeur de la Kamwata, et ensuite comme ministre de l'eau et de l'énergie. Nous n'avons pas l'électricité, nous n'avons pas l'eau. Nous avons les populations du septentrion qui se nourrissent dans les étangs, qui s'abreuvent, je voulais dire, dans les étangs. Et ce monsieur, à peine il est sorti de prison. Je n'ai rien contre sa personne, hein, mais ce sont des données qui sont on ne peut plus objectives. On ne peut pas, si par extraordinaire, un monsieur comme ça devait être reçu, peut-être pour quelque mission que ce soit, ce n'est pas à la porte dérobée. On ne peut pas s'afficher avec lui. C'est impossible. Donc, ça dit qu'aucune explication, parce que j'ai eu dit que certaines personnes mettent en perspective des batailles qu'il y aurait entre différents clans au sommet de l'État. Mais ça ne nous intéresse pas. Il faut avoir une lecture objective de la situation. On ne peut pas expliquer aux Camerounais qu'une personne... Parce que quand quelqu'un vole en réalité, quand vous volez, on vous crie dessus. Moi, je me rappelle, quand on parle de clameur public, on vous conspire.
Dans un quartier, quand vous arrêtez, quand vous êtes en train de voler, on vous crie après. On vous conspire. Mais vous imaginez que quelqu'un qui a été conspué, qui a été frappé par l'indignité républicaine, se retrouve dans les salons feutrés de la présidence de la République, dans le palais du peuple camerounais. Ça dit qu'on se demande, il ne s'est pas imprimé à la mauvaise foi. Qu'est-ce que c'est? Quel exemple qu'on donne? Quel exemple qu'on donne aux citoyens, qu'on donne aux futures générations? On leur dit voler, et après vous serez reçus en grande trompe. Certains ont laissé entendre qu'il s'agissait d'une audience en vue de la résolution d'un conflit foncier, notamment celui sur lequel, le terrain sur lequel est construit l'immeuble Ekan. Est-ce que cette explication, est-ce qu'elle vous rassure sur le lieu de cette audience? Je le précise encore, la présidence de la République. Il y a un conflit foncier à Dikolo, combien a été reçu à la présidence pour ce conflit? Monsieur, j'achète votre question là. Vous voyez donc qu'en fait, les gens sont allés dans les esbroufs. Et moi, je suis surpris quand mon frère Moustapha Ngouala dit qu'il s'est pincé. Je ne sais pas s'il avait voyagé comme mon ami Achille Lodjo. Il est revenu en ce temps, il a redécouvert ce que c'est que le Cameroun. Il ne faut pas être pincé, il ne faut pas être surpris. Vous savez qu'il y a un ministre, vous êtes Mbappé, qui allait, il a dormi en prison. Et le lendemain, il est redevenu ministre. Il ne s'est pas dit rien. Et la République a continué. Nous avons affaire, vous savez, à des personnes qui sont vraiment... Je ne sais pas comment. C'est comme si en fait déjà le Cameroun soit en transit, où les marchandises sont seulement en transit. Ils sont de passage comme si ce n'est pas le pays. Les valeurs morales, éthiques sont où là-dedans? Monsieur Basile Atangalakouna, non seulement c'est un fugitif, il a dit parce qu'il devait être interpellé. Il a fui le pays illégalement, ce qui est interdit. Il s'est retrouvé dans un pays voisin. On a déployé des moyens pour aller le prendre là. Il est revenu. C'est ce monsieur qui, une fois, lorsqu'il y avait un discours du président de la République, un 31 décembre, il y avait une coupure générale au Cameroun. Il nous avait expliqué que c'était un corbeau qui s'était placé sur un fil et c'est ce corbeau dont toute l'électricité au Cameroun est sur un poteau où il y a un corbeau qui est capable de se placer là-dessus et il n'y a plus d'électricité. Et je rappelle que les physiciens nous ont tout enseigné à l'école, sauf si nous nous sommes trompés que l'oiseau, en tout cas, bref, du moins, quand vous êtes sur le fil électrique en hauteur, et vous n'êtes pas comptable le sol, mais nous avons réussi quand même à nous faire gober comme l'oiseau pouvait faire en sorte, un corbeau président pouvait faire en sorte, il n'y a pas au courant, on l'a accepté. Il a pris l'argent de l'État du Cameroun, je le dis, je l'assume, puisqu'il était interpellé, il a remboursé l'argent. On ne rembourse pas de l'argent qu'on n'a pas pris. Madame Leïla, on parlait de 42 milliards de francs CFA, il a remboursé un peu plus d'1 200 000. Ceux qui nous disent, il faut qu'il a 1 milliard, vous le dites. 1 milliard 200 000. Il faut d'abord qu'on sache, il a payé ça comment? Par virement, par chèque, en espèces. Moi, je connais comment un ministre, un fonctionnaire fait pour avoir 1 milliard, que ce soit en espèces, en chèque, ou qu'on nous montre le numéro de compte où ça a été versé au trésor public. Parce que même ça, c'est une information que ce sont ceux qui sont au pouvoir qui nous disent. En fait, comme le ministre Chiroma disait, la rumeur vient d'en bas, l'information vient d'en haut. Donc leur information à eux, c'est qu'il a remboursé. Maintenant, nous qui avons la rumeur, on n'a pas les preuves. Donc pour nous, ça reste encore une rumeur. Et arrivé à ce niveau, Madame Leïla, vous savez, je ne sais pas si l'argent de l'État du Cameroun est devenu l'argent d'une banque. Parce que lorsque vous détournez 1 milliard, vous négociez avec une banque un taux d'intérêt de 4%. Par an, ça vous fait 40 millions. En 3 ans, ça vous fait 120 millions. 120 millions change une vie. Vous le savez. Donc, ça veut dire qu'on peut être nommé à un poste. Même beaucoup moins. Je dis, on peut être nommé à un poste, on s'assoit, on prend de l'argent de l'État abusivement, on l'utilise à des fins personnelles, on s'enrichit, on dépose l'argent, on engage cet argent, nous sommes interpellés par la justice, nous sommes mis en prison, on rembourse, on sort et puis on s'assoit comme un 5, on est reçu à la présidence de la République. Cela veut dire, et justement avec 120 millions dans la poche d'intérêt, et un journal vous titre qui a profané plus que qui, en vous mettant des individus qui ont été qualifiés entre guillemets de potifs. Je n'ai même pas besoin de citer ce genre. Je veux dire, en fait, ça aurait pu être n'importe quel autre. Qui vous dit qui a profané plus que qui. Donc en fait, pour nous dire qu'en fait, on peut être un voleur reconnu, et on parle à la présidence de la République, on prend les photos. Et Moustapha a dit quelque chose. On peut être dans une disgrâce. Mais dans ce genre de choses, ça passe incognito. Pour ne pas heurter les sensibilités, ce sont leurs photographes à eux. Tout le monde ne peut pas entrer à la présidence de la République. Ce n'est pas quand même la maison de votre part, bien sûr. Donc lui, il entre. Vous avez vos photographes. Ça veut dire que ce sont eux du Sérail qui ont fait fuiter cette photo. Parce que vous ne pouvez pas... Les téléphones portables ne sont pas admis à la présidence. Tout à fait. Pareil pour les photos qui ont été publiées entre Emmanuel Macron et Franck Biya. Parce qu'en fait, le message, il y a des messages derrière.
J'ai suivi mon frère Charles Elizang dans une radio de la place disant que ce serait l'ancien ministre basé à Tangakouna qui aurait fait fuiter cette photo. Bon, il a donc fait fuiter et il est tranquille chez lui. Maintenant, ces photographes qui sont là-bas, ce sont eux du Sérail qui font publier cette photo. Et un autre canal dans le Sérail dit, ah bon? Et moi, je vous dis, tel qu'on voit cela, lorsque vous allez à la présidence de la République, c'est comme si, en fait, il est passé, je vous ai dit, je crois que c'est Jean-Baptiste qui baptisait les gens dans la Bible. Il est devenu comme un saint. Oh, qu'est-ce que ça renvoie aux enfants qui sont à l'école? Vous vous rappelez le phénomène des fémènes? Tous les enfants disaient qu'ils voulaient être fémènes parce qu'il y avait l'impunité des gens qui étaient appelés fémènes. Et tout le monde vous dit aujourd'hui que je veux être au gouvernement, mettre ma famille à l'abri. Je me rappelle un reportage qui était passé sur une chaîne concurrente à la vôtre où des enfants de 6e avaient été... on leur posait la question, qu'est-ce que vous voulez devenir? Il y a des enfants qui disaient ouvertement qu'ils veulent être dans le gouvernement, mettre aussi leur famille à l'abri, prendre l'argent de l'État. Et lorsque un individu qui a été épinglé, nous allons questionner l'opération épinglée tout à l'heure, qui a été épinglé dans le cadre de malversation financière, un poste de responsabilité qu'il a occupé et qu'il est reçu à la présidence de la République et que c'est publié comme ça, on est en train de dire à ces enfants que c'est vous qui avez raison, nous sommes dans une république des voleurs, on sanctifie les voleurs au Cameroun et c'est très dangereux. Et je chute en disant une chose, vous savez, lorsque vous voulez connaître monsieur basé à Tangakouna, son cas m'interpelle particulièrement. Parce que ce monsieur était directeur à Kamote, tout le monde sait que la direction générale à Kamote est ici à Douala. Je peux vous revenir sur des choses qui datent d'il y a 15 ans. Lorsque vous voulez connaître un fonctionnaire qui est un voleur, regardez juste le train de vie de ses enfants et de sa femme. Maître Roland Diou, rembourser le corps du délit, est-ce que ça annule le délit? Sinon, quelle est la symbolique derrière cette image? La conséquence de la restitution du corps du délit, c'est l'arrêt des poursuites. Mais est-ce que ça annule pour autant le délit? Quand une poursuite est arrêtée, elle peut être reprise, en principe, en théorie. Mais on considère que avec les dispositions relatives au tribunal criminel spécial, c'est une mesure qui a été mise en œuvre pour donner une sorte de contrepartie à ceux qui remboursent, afin que ceux-ci sachent qu'une fois qu'ils ont remboursé, le délit n'est pas annulé. Ils peuvent être... Donc le délit n'est pas annulé. Ils peuvent être tout à fait laissés en quiétude. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une poursuite qui est simplement arrêtée peut être reprise. Et ce n'est pas seulement d'ailleurs dans le cas des détournements de deniers publics. Même d'autres types de poursuites, dès lors qu'elles sont simplement arrêtées, parce que l'arrêt des poursuites, c'est pas simplement lié aux infractions de détournement de biens publics. Ça existe pour toutes les autres infractions, que ce soit d'ailleurs devant le juge civil que devant le juge militaire. Donc, une réponse directe, c'est celle que Maître Moustapha, mon aîné, a dit tout à l'heure, c'est que le délit n'est pas annulé. Mais... Puisqu'il y a des déchéances, puisque tous vous êtes frappés c'est-à-dire que nonobstant la restitution, les déchéances vont avec, donc c'est quasiment une condamnation, on va dire, entre guillemets. C'est une condamnation, donc il n'y a pas annulation du délit. Donc voilà. Mais ce que je voulais dire surtout, parce que nous sommes quand même aussi en train de faire un débat public, pas seulement juridique, c'est de dire que je regrette que mes amis Olivier Bibou-Nissak, Alain Foguet n'aient rien à rembourser. C'est tout à fait. Parce que s'ils avaient soustrait quelque chose, moi, je leur aurais conseillé simplement de faire comme monsieur le ministre Basile Tangakouna, vous voyez, et ils seraient en liberté aujourd'hui. Sauf qu'eux, ils n'ont rien à rembourser puisqu'ils n'ont rien volé. Mais ils ont été condamnés d'ailleurs, ils n'ont même pas pu bénéficier de l'arrêt des poursuites. Ils n'ont pas profané ils ont été condamnés à 7 ans d'emprisonnement pour le cas d'Olivier Bibou-Nissak. Le crime, c'est qu'il a volé la chose de l'État dans son salon devant sa femme et ses enfants. Parce qu'on est venu le prendre chez lui. Et le professeur Foguet aussi. Le professeur Foguet aussi, etc. Donc, ça me permet cette illustration que je donne me permet de souligner cette république des voleurs qui est célébrée. La république des voleurs est celle qui est célébrée. Et la république des valeurs, elle n'est pas simplement minimisée. Elle est combattue au sens propre du terme. Parce que ce sont ceux précisément... Elle est utilisée comme marchepied. Tout à fait. Ce sont ceux précisément qui essayent d'incarner quelques valeurs qui sont durement frappés, qui sont férocement frappés, le plus durement possible. Et ceux-là qui prennent des libertés avec la chose publique, notre chose à nous tous, quelle que soit la raison. Tout à l'heure, je le disais sur un ton ironique, quels sont les Camerounais qui peuvent se vanter d'avoir eu le plaisir et l'honneur d'être reçus au Palais de l'Unité? Ça s'appelle le Palais de l'Unité, Madame Leila.
quand vous indiquiez tout à l'heure que les téléphones n'y sont pas autorisés, je vous ai regardé avec un peu de jalousie parce que j'estime que si vous avez cette information, c'est que vous avez déjà pu mettre les pieds dans le palais de Toudi. Mais nous autres, simples citoyens camerounais, qui avons la possibilité en tout cas pour les journalistes lors des couvertures. On l'a compris, on l'a compris. Je change de métier à partir de ce moment-là, parce que si je deviens journaliste, je pourrais enfin, sans être à Tangnakuna, visiter le palais de l'unité de mon cher et beau pays. Un palais qu'on aurait eu le plaisir à visiter, comme on visite tous les palais présidentiels de par le monde, mais qui au Cameroun est devenu une base militaire dans laquelle on ne sait pas comment on entre, mais qui reçoit quand même des personnalités d'un autre genre. Et je profite aussi de l'occasion pour revenir sur probablement ce qui a déjà été dit, c'est que, alors, quand on regarde l'image, on n'a pas l'impression que les gens étaient surpris. Ils se sont bien positionnés pour prendre un poster, une photo, une belle photo du reste. Hein? Ils avaient tous le sourire. Les 3 personnes qui étaient sur la photo étaient toutes souriantes. Donc, on ne peut pas me dire qu'il y a eu fuite. Parce que les gens les modèles, les mannequins qui ont été utilisés pour la photo étaient parfaitement consentants. Donc, quelle que soit l'interprétation qu'on donne après, quelle que soit la raison pour laquelle ils ont été reçus à la présidence, il n'y a que cette photo a été prise délibérément. Et si elle a donc été publiée, c'est qu'il y a un message qui a bien voulu Quel est selon vous le message, justement? Le message, c'est simplement de dire que c'est mon ami Aristide Mono qui utilise une formule en langue béti que je n'arrive pas souvent à bien prononcer ici, mais c'est que vous allez nous faire quoi? Bien carbonal, exact. Voilà, merci docteur, merci grand frère. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Tant pis pour vous, si vous voulez aller vous pendre, aller sauter dans la Sanaga. Vous savez, normalement, je ne sais pas pourquoi M. Bazia Tangakoula n'a pas encore organisé un grand meeting. Parce que d'habitude, quand on sort comme ça des prisons, quand les militants viennent, vous vous rappelez le cas de Mme Aman Adama, elle est sortie, elle est partie en Kamba pour RDPC. Mais maintenant, il faut donc questionner M. Yves Michel Fotso qui a embauché l'argent. Pourquoi lui? Mais après, elle est allée en campagne pour le RDPC. Il faut restituer, il faut restituer totalement les faits. Elle est allée en campagne pour le RDPC, mais après la clameur publique, elle est quand même allée en campagne. Lui, il va faire son grand meeting de remerciements au chef de l'État dans sa nomination. Et le cas, par exemple, Michel Fotso, pourquoi lui, il n'y a pas eu arrêt de poursuite? Vous voyez donc que c'est des histoires à tête chercheuse, en réalité. Alors, docteur Patrick Rifou, est-ce que vous comprenez l'indignation presque collective et des médias et des citoyens à la vue de cette photographie? Ce qui est sûr, nous avons mal vu la photo. Bien, je pense que quand vous nous invitez à faire la sémiologie d'une image, il faut commencer par visiter la Chambre claire. La Chambre claire, c'est un ouvrage de Roland Barthes, où il... les ratiocinations. Je ne sais pas si ce sont des ratiocinations, mais Barthes, c'est quand même un des meilleurs sémiologues que ce monde ait connu. Donc, c'est une référence en la matière. Pourquoi je commence par là? C'est parce que... je parie qu'on va finir par dire que nous, on a mal vu l'image. Cette image, vous l'avez certainement mal bien interprétée. Allez-y, allez-y. Maintenant, pour ce qui est de l'interprétation, voir et d'interpréter... On l'a mal interprété. Allez-y. Vous savez, on n'est pas des sémiologues. Permettez au docteur Patrick Rifou de s'exprimer. Même si je suis honoré de partager le même prénom que cette référence, je ne suis pas sémiologue. Donc, je vous accorde à l'avance ce que vous direz. Donc, commençons par la photo. Vous avez une photo sur laquelle vous avez... Basila Tanganakuna au centre de la photo. Oui. À sa droite, Jean-Pierre Amougou Belinga. Voilà. Et puis à sa gauche, vous avez le directeur du cabinet civil à la présidence. Le directeur du cabinet civil à la présidence a un badge sur la photo. Jean-Pierre Amougou Belinga aussi a un badge. Vérifiez. Oui, allez-y, docteur Patrick Rifou. Oui. Ça va être intéressant. Nous n'avons aucune indication du lieu où la photo a été prise. On présume. C'est une présomption. C'est depuis dans le bureau de STV, moi je vous donne le lieu, permettez. On présume que cette photo ait été prise au cabinet civil, qui est un service de la présidence. Et le conseiller technique à la présidence s'est trompé. Georges Waneke écrit. Lui s'est trompé. Ces bureaux doivent être à long cadre. Permettez. Allez-y, docteur Patrick Rifou. Je suppose. Et qu'est-ce qui était écrit sur les badges pendant qu'on y est? Parce que vous avez des meilleurs yeux que nous. Je ne sais pas.
Il est possible que ce soit des badges de la présidence. Je ne sais pas ce qui était écrit sur les badges de la présidence, mais je suppose que c'était au bureau. Le directeur du cabinet civil n'a pas besoin d'un badge pour circuler. Ah non, vous supposez mal. Je suppose. Vous supposez très mal. Ah bon? Oui, vous supposez très parce qu'il peut avoir des coordonnées magnétiques. Non. Le badge qu'on accroche ici, c'est pas le badge qu'on utilise. Docteur Patrick Ifoé, je vous en prie, Docteur Patrick Ifoé, et qu'est-ce que vous faites de la correspondance adressée par Georges Ewanet, le conseiller technique à la présidence au chef de l'État, qui justement fait savoir que la présidence de la République... Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que le conseiller technique qui travaille à la présidence de la République ne sait pas reconnaître les bureaux où il travaille, et que vous, docteur Patrick Ifoé, vous savez mieux reconnaître ces bureaux? Vous avez lu cette correspondance? Mais on vous parle de ce qu'on a lu. Bon, on n'a pas compris. Vous avez lu un article du Messager qui fait état d'une correspondance. Est-ce que vous avez vu cette correspondance? Moi, je ne l'ai pas vue. Donc, je ne veux pas épiloguer sur des choses que il fallait simplement je ne maîtrise pas. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pour dire il faut rester prudent sur le lieu où cette photo a été prise. Effectivement, ils se sont retrouvés quelque part, mais je ne suis pas certain que ce soit à la présidence de la République. Ça, je dis, je ne suis pas certain. Ce qui ne change rien au fait que vous avez un proche collaborateur du chef de l'État en compagnie de Basile Atangana-Kuna et d'un homme d'affaires bien connu. Mais je dis, pour le lieu, je préfère rester prudent. Je n'ai pas lu le courrier, du moins la note, parce que ce n'est pas un courrier. Et donc les Camerounais n'ont pas, pas raison de s'inquiéter. Je vais y arriver. Oui. Je vais y arriver. Donc, ce sont des remarques purement formelles que je fais. Je dis, soyons mesurés. On ne peut pas affirmer ici de manière péremptoire que ça a eu lieu, cette rencontre a eu lieu à tel endroit. Nous n'avons aucun élément là-dessus. Supposons qu'elle ait eu lieu. Maintenant, partons de l'hypothèse de Maître Ngouana. Considérons même que cette rencontre ait eu lieu à la présidence de la République. Permettez au docteur Patrick Ifoé de développer. La correspondance, si la rencontre a eu lieu à la présidence de la République, effectivement, je comprends la réprobation d'un certain nombre de Camerounais. Réprobation qui est portée. Est-ce que vous vous indignez? Réprobation qui est portée. Je vais vous donner mon sentiment personnel tout à l'heure. Réprobation qui est portée ici par Maître Diou, par Maître Ngouana. Vous gagnez du temps. Je ne gagne pas du temps. Je ne gagne pas du temps. La première observation que je fais là-dessus, c'est mon observation. En fait, votre sentiment personnel, est-ce que vous faites partie de ces Camerounais qui sont indignés? La question maintenant. Je ne suis pas indigné. Pourquoi? Je ne suis pas indigné parce que M. Basile Atangana-Kuna a été reçu par le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Pourquoi est-ce que je ne suis pas... Oui, c'est une hypothèse. On a dit partons de cette hypothèse. Je rappelle. Nous sommes prudents Je rappelle juste que Basile Atangana-Kuna est l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, accusé de détournement de fonds, qui a essayé de s'enfuir. Qui s'enfuit? D'une façon, voilà. Et qui a été rattrapé au Nigeria, qui a bénéficié de l'arrêt de poursuite après avoir restitué le corps du délit. Bon, il lui était reproché une évasion de près de 42 milliards de francs CFA. Il a restitué 1 milliard et 200 millions de francs CFA à peu près. Donc, une trentaine de milliards par fumée. Qui a bénéficié de l'arrêt des poursuites, qui est sorti de prison le 29 juillet, en fin juillet en tout cas, qui a organisé, après être sorti de prison, une véritable réception à son domicile. On a tous vu les images sur les réseaux sociaux. Et qui est reçu quelques jours plus tard, le 30 août, à la présidence de la République, par qui? Le directeur du cabinet civil. Qui aurait été reçu? Qui aurait été reçu? Bien, écoutez, je crois que M. Basile Atangana-Kuna... Vous direz également que Samuel Ayolo serait le directeur du cabinet, mais ne l'est pas? Il l'est. Ok, très bien. Je pense que pour ce qui est des faits qui lui étaient imputés d'immigration clandestine, il a été condamné, il me semble, à 2 ans de prison. Cette peine a été exécutée totalement. Pour ce qui est des soupçons de détournement,
il faut faire attention entre les soupçons et les éléments qui sont factuellement reconnus. Au départ de la procédure, on lui reproche d'avoir distrait 40 milliards. Mais il me semble que sur la base des éléments factuels dont les juges c'est moins grave s'il n'a distrait que 1 milliard de francs. Non, ce n'est pas ça le sujet. Il faut rester dans les faits. Les faits, ce n'est pas 40 milliards. Les faits, c'est que la justice lui reproche sur la base des éléments matériels dont elle dispose et probablement de l'excellent travail de ses avocats, les collègues de Maître Ngouana et Maître Diou, le délit a été ramené à 1 milliard et quelques millions. Toujours est-il qu'il y a eu délit. Toujours l'acte qui ramène, parce que si on veut faire du conditionnel, faisons-le partout quand il le faut. Est-ce que vous avez un document de la justice camerounaise qui dit qu'on est passé d'une accusation de détournement des deniers publics de 40 milliards. Il n'existe pas. Ce document n'existe pas. C'est lui qui parle de cela comme si c'était une certitude. Maître, docteur Patrick, vous avez accès au dossier? Je n'ai pas accès au dossier. Comment vous pouvez savoir donc qu'on a ramené, que les faits, parce que vous parlez de faits. Oui, je parle de faits. Je suppose que vous les avez vus. Je parle de faits. Qui disent qu'on est passé d'une accusation de 40 milliards à 1 milliard et quelques. J'ai dit que c'est un conditionnel sélectif qu'il étudie dans son discours. Non, ce n'est pas un conditionnel. Non, c'est un conditionnel sélectif avec une mémoire sélective. Aucunement. Pour une chose très simple, il me semble que lorsqu'il y a une procédure judiciaire, il y a une accusation. Le point de départ, c'est l'accusation. Je reproche à X d'avoir commis tel acte. Ces actes sont passibles de. Vous nous expliquez, vous nous expliquez pourquoi vous n'étiez pas indigné. Je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas indigné. En fait. Ensuite, il y a des débats qui s'ouvrent. Chacun, l'accusation et la défense versent des éléments au dossier. Et à la fin, on a les réquisitions. Et les réquisitions disent, au final, au vu des débats... Parlez de sémiotique. Docteur Patrick, revenons. Et vous ne dites pas très bien au Camerounais à quelle phase vous vous situez. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a une ordonnance de renvoi? Revenons à la question. Revenons à la question. Rapidement. L'indignation qui n'est pas la vôtre. Oui, vous avez... Pourquoi? Oui, vous avez des réquisitions. Et dans ce cas, les réquisitions lui imputaient un peu plus d'1 milliard de détournement. Sur ces faits-là, il s'est engagé conformément à la loi à rembourser le corps du délit. Et quand vous remboursez le corps du délit, effectivement, c'est un aveu de culpabilité. D'accord. Quand vous remboursez le corps du délit, c'est un aveu de culpabilité. Vous dites, effectivement, j'ai commis cette faute-là. Je m'engage à restituer ce que j'ai indûment pris. D'accord. Maintenant, revenons à votre indignation. Ensuite, vous bénéficiez de l'arrêt des Revenons. On a plus beaucoup de temps, Dr Patrick. Tout ça est parfaitement légal. Vous nous expliquez pourquoi vous n'étiez pas indigné. Revenons. Allons-y. Allons-y. Vous n'êtes pas indigné. Pourquoi? Et moi, ma morale chrétienne, m'enclin à pardonner à celui qui accepte d'avoir commis une faute. Mais l'adage populaire dit « faute avouée, à moitié pardonnée ». Ce monsieur a reconnu avoir commis un délit. Il a remboursé le montant correspondant à ce délit. Est-ce qu'il doit être frappé d'indignité au point d'être mis en marge de la République? Je dis non. Maître Ngouana a indiqué tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de déchéances qui accompagnent les mesures d'arrêt des poursuites. Il est déjà frappé de ces mesures-là. Donc, je pense qu'il faut rester... il n'est pas un pestiféré. C'est un citoyen comme tous les autres. Encore, vous ne serez pas... Maintenant, sur le fond, j'arrive sur le fond. Sur le fond, vous n'y étiez pas encore. Est-ce que cela pose problème à la morale publique que cet individu-là soit reçu à la présidence de la République? Cela peut poser un problème à la morale publique. Mais pour quelle raison est-ce qu'il est reçu? Vous et moi ne le savons pas. Monsieur Atanganakuna, et moi, je me souviens. Vous terminez, docteur Patrick. Je me souviens. Vous terminez. Non, faites attention, nous parlons sur la base. Vous terminez, docteur Patrick. Admettons. Oui, vous terminez. Non, ce n'est pas difficile. C'est une hypothèse. J'ai dit, admettons. Nous raisonnons sur la base d'une hypothèse. Tout à fait. Vous terminez. Raisonnons. Donc, nous raisonnons sur la base. Je dis, et je suis clair là-dessus. Et vous terminez. Vous avez... Moi, j'ai entendu les amis politiques de Maître Diou quand ils sont sortis de prison. Vous savez ce que Albert Zongan disait? La prison m'a permis de me rapprocher des leaders
ambazoniens. Voilà. Monsieur Basile Atanganakuna aussi était en prison. Je ne sais pas quelles informations il pouvait détenir. Et au nom de l'intérêt supérieur de l'État, il a peut-être jugé utile de porter ces informations. Il n'y a pas de poste dérobé à la présidence. Qui de droit? On va y arriver, à qui de droit? Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de la défense de l'intérêt supérieur, il faut arrêter le supplice, on peut parfaitement accepter que Basile Atanganakuna... Docteur Patrick, en gros, vous n'aurez pas de problème à ce que les citoyens camerounais résidant en France, les membres de la brigade anti-Sardinat, accusés d'avoir perpétré des casses sur l'ambassade du Cameroun, vous n'aurez pas de problème à ce qu'ils soient reçus à la présidence de la République? Écoutez, vous savez, dans le cadre de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, le président de la République a mis en place le CNDDR. Et dans le cadre du CNDDR, vous avez des gens qui ont tué des Camerounais, qui rentrent dans ce processus de réinsertion sociale. Vous parlez de toute autre chose. Vous parlez de la Je ne parle pas. Non, laissons qu'il parle de ça. Laissons qu'il parle de ça, madame. Le CNDDR est allé loger au cabinet civil, au secrétaire général de la présidence. Permettez que je développe. C'est à Bamenda. Ces individus-là sont réinsérés dans la société camerounaise aux frais des Camerounais, sans aucune poursuite. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas condamnés pour les crimes de sang. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question que j'ai posée. C'est un parallèle que je fais. Non, ne faites pas le parallèle, docteur Patrick. La question que je pose, vous n'aurez pas de problème à ce que les membres de la brigade anti-Sardinat, à qui il est reproché d'avoir perpétré des casses sur notre ambassade, dans nos ambassades, aussi bien en Allemagne qu'en France, vous n'aurez pas de problème à ce qu'ils soient reçus à la présidence? Écoutez, pas de parallèle, je vous en prie, je vous en prie, allez-y rapidement, docteur Patrick, allez-y rapidement, docteur Patrick, allez-y rapidement, écoutez, oui. Reçu à la présidence de la République, il y a un cadre. Quel était le cadre? Si ces individus à supposer que celle regrettent, écoutez, je dis, si ces individus, ce sont quand même des Camerounais, les membres de la base. D'accord. Ils ont posé des actes qui sont répréhensibles, ils ont posé des actes que je condamne. Mais il n'y a pas une condamnation définitive. Ils peuvent revenir, ils peuvent regretter ces actes. Il y a un certain nombre qui l'ont d'ailleurs déjà fait. Mais vous pensez que ces individus qui regrettent, là n'est pas le sujet, ça peut arriver. Si ces individus regrettent ces actes, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas reçus même à la présidence de la République? Maintenant, la dernière chose, effectivement, comme vous l'avez indiqué, le vrai sujet ici, c'est pourquoi est-ce que certains individus ont fait fuiter cette image? Parce qu'on ne peut pas interdire que ce monsieur soit reçu par le directeur du cabinet civil. On ne peut pas l'interdire. Parce que nous ne savons pas quel est le motif pour lequel... En fait, vous, ce n'est pas l'audience accordée à la présidence de la République qui vous pose problème, mais c'est le fait d'avoir fait fuiter les images. Oui, justement, parce que vous avez le sentiment... C'est très clair. C'est ça le souci. Permettez que je chute, s'il vous plaît. Vous avez la parole depuis plus de 15 minutes. Oui. Écoutez, si vous m'interrompez toutes les 30 secondes, je vais allez-y, rapidement. C'est ça le principe. Non, parce que vous faites beaucoup de digressions, docteur. C'est normal. On ne peut pas raisonner simplement dans le sujet. Donc, ce que je dis, c'est regrettable parce que la présidence de la République, c'est une institution au sein de laquelle vous n'accédez pas avec votre téléphone, vous n'accédez pas avec des appareils photo. Donc, c'est regrettable que pour une audience comme celle-là, le cabinet civil s'occupe des affaires réservées du président de la République. Donc, les audiences qui ont même lieu là-bas n'ont pas à être connues du grand public. C'est regrettable et condamnable que des gens choisissent de faire fuiter ces images-là simplement parce qu'on veut entacher cette institution. Comment est-ce qu'il faut lire, Maître Moustapha Ngwana, le fait que jusqu'ici, en dépit de tout ce qui a pu être dit, aussi bien sur la toile et même des doutes, qu'aucun communiqué officiel n'a été publié pour rétablir les faits. Vous avez lu la thèse? Mais vous savez que j'ai emprunté la fameuse expression des silences présidentiels. Donc le temps du président. Il faut dire, pour être plus sérieux, il faut dire que ceux qui nous gouvernent n'ont rien à foutre de nos opinions. C'est tout. Il ne faut pas chercher les médias à 14 heures. Ils n'ont rien à foutre de nos opinions. Ils font comme bon leur semble. Ils ont un agenda qui leur est
personnel. C'est pourquoi quelqu'un peut venir, par exemple, ici à la télévision et il vous dit qu'il y a des problèmes d'ordre structurel relativement à la fourniture de l'eau et il essaye de vouloir faire une leçon aux gens. Parce que quand on dit qu'on a des problèmes d'ordre structurel, ça veut dire qu'on a des problèmes qu'on a même des problèmes de vision, de management, d'organisation. Donc, ça veut dire qu'une maison qui n'a pas de fondation, ce que ça veut dire. Parce que les problèmes conjoncturels doivent être distingués des problèmes structurels. C'est-à-dire qu'ils sont des problèmes conjoncturels qui arrivent à un moment donné, quand on avait une infrastructure. On a manqué de faire l'entretien. Par exemple, pour un mois, par exemple, c'est conjoncturel. Ou bien peut-être on va dire qu'on a reçu une bombe sur le matériel et voilà, c'est congelé. Voilà, donc voilà ce qu'on appelle conjoncturel. Mais quand quelqu'un vient dire que le problème structurel, et il vous dit que pour une capacité de 130 000, on se retrouve à 80 000 parce qu'il y a des problèmes d'entretien. Donc, c'est parce que ceux qui nous gouvernent, et même ceux qui communiquent pour eux, n'ont aucun respect pour les populations camerounaises. Et c'est pourquoi je dois le confesser. J'ai de plus en plus de la peine à être à la télévision parce que je me rends compte que les Camerounais sont incapables de porter les combats qui sont dans le sens de leurs intérêts. Les Camerounais sont incapables de les porter. Donc, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que c'est comme si vous prêchiez au désert. Parce qu'au-delà de toute chose, lorsque nous faisons ces débats dominicaux, c'est-à-dire que le but de rechercher, c'est que les Camerounais soient davantage éclairés. Que lorsqu'il faut faire un choix, que ce soit un choix éclairé, que ce ne soit pas un choix qui soit animé par des instincts grégaires, par des instincts grégaires. Et malheureusement, vous êtes un peu déboussolés. Et il faut le dire, les Patrick Rifou et autres contribuent à la construction de cette façon de voir des Camerounais qui n'aident pas notre pays à avancer. C'est-à-dire que les Camerounais se font harakiri. Vous voyez que ceux qui souffrent le plus sont malheureusement très souvent ceux qui défendent l'indéfendable. Donc il ne faut pas être surpris par ce qui se passe là. Donc voilà. Paul Ayoum, la présidence de la République et même le chef de la présidence de la République, le chef de l'État, est-ce qu'ils sont encore crédibles dans l'opération Hyper-V après ce qui se passe? Avant, je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que, vous savez, si j'étais un prisonnier pour le vol de Thomas ou Deido en prison actuellement, j'apprends que quelqu'un qui a détourné de l'argent de l'État et qui a remboursé les dehors. Et moi, je suis en détention provisoire. C'est bien ça, en détention provisoire. Vous savez, plus de 80%, justement, 80%, comme votre camarade qui est mort en prison, par exemple. Par exemple, il est allé en prison parce qu'il a eu des manifestations politiques et lui, il a trouvé la mort, par exemple. Quel est le sentiment de ceux-là qui sont en prison? Interpellons le mot justice, parce qu'il y a justice du droit avec grand J, et il y a le mot justice dans le sens de rendre ce qui est juste la décision. Est-ce que les gens du RDPC qui défendent ce genre de choses, est-ce qu'ils se mettent à la place de ceux-là? Mettez-vous à la place du feu Photo Victor qui a vu son fils en prison, qui a remboursé l'argent qui est resté en prison. Est-ce que vous vous mettez à leur place? Et c'est donc ça pourquoi nous disons qu'au Cameroun, il n'y a pas de justice. Justice avec petit J, ni justice avec grand J. Il y a juste, en fait, j'ai l'habitude de dire qu'au Cameroun, il y a les artifices du droit. C'est-à-dire, il y a un tribunal, il y a le greffier, il y a les magistrats, il y a tout. Mais il n'y a pas de justice au Cameroun. Et c'est le sentiment que les populations... La deuxième chose, c'est que depuis quelques années, on constate que la présidence de la République est devenue comme un lieu de villégiature. Tantôt, on vous envoie les courriers des influenceuses d'un autre genre qui viennent à la cante. Tantôt, vous voyez... Vous savez, est-ce que vous pouvez me donner le nom du directeur du cabinet du président Macron ou de son secrétaire général à la présidence? Combien de Français peuvent... Parce que c'est des postes essentiellement qui imposent la discrétion dans le travail. Le directeur du cabinet civil, c'est celui, vous l'avez, je crois Patrick l'a dit ici, qui s'occupe des affaires soit privées du président de la République, du domaine réservé. Et lui, il a souvent même un pouvoir qui est transversal parce que, étant très proche du président de la République, c'est celui-là qui parfois appelle le ministre à 2 heures pour lui dire que demain matin, le président aura besoin de ci ou ça, avant même que la lettre formelle du secrétaire général à la présidence ne puisse arriver. Mais on constate ces dernières années que ces deux fonctions sont, entre guillemets, comme galvaudées, c'est un tapage. Un ministre qui qui gère l'administration de la présidence, qui a vu aussi tout le monde, c'était le défi même, je crois que c'est bien ça le mot. Donc il faut ramener la présidence au cœur de la morale, au cœur des institutions républicaines. Et je rappelle que c'est la première institution du Cameroun, au vu de la Constitution. Maintenant, parlant de l'opération Hyper-V, vous savez, une certaine opinion a toujours pensé qu'il s'agit d'une opération politique à tête chercheuse. Parce qu'on a le sentiment que ça choisit les moments où ça existe. Soit quand le régime est en difficulté, comme c'est le cas, prenez le cas, il y a eu Kangé Covid, tous les rapports de la CONAC, il n'y a pas de suite. Le jour où on va interpréter... Le Conseil, la Cour suprême... Oui, la Cour des chambres des comptes, tout à fait, a fait le rapport. Le jour où on va interpeller ces individus,
Et on va vous mettre le cas de l'opération Épervier. Il n'est que légitime que les gens pensent que ce soit une opération à tête chercheuse. Parce que la justice avait des éléments à un instant clé où elle pouvait enclencher des procédures contre ces individus. Pourquoi juste instant, ils ne sont pas inquiétés? Ils sont tous là, chacun à son poste, tranquillement. Le jour où on va les interpeller, ce n'est que normal que cette opinion-là pense que c'est une opération politique à tête chercheuse. On va vous dire que soit peut-être le président, il veut écarter des gens pour 2025, peut-être pour sa représentation ou son départ pour le village, pour laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc l'opération Épervier au Cameroun aujourd'hui, il faut le reconnaître, ça a perdu beaucoup de sa crédibilité qu'elle avait. Docteur Patrick, je suis la même question, enfin, je veux dire en rapport avec l'opération Épervier. Quel message cette photo peut bien véhiculer à ceux des fonctionnaires qui sont encore, passez-moi l'expression, qui sont encore en fonction et qui pourraient vouloir distraire également des fonds publics? Quel message est-ce que cette photo véhicule? Mon frère, je lisais jeudi Kalara, qui est un hebdomadaire qui s'occupe de l'actualité judiciaire. Je parle notamment de la crédibilité de l'opération Épervier. Oui, je vais y venir. Je commence par Kalara à dessein, parce que dans ce journal-là, vous aviez un certain nombre de condamnations qui ont été prononcées au TCS et rendait compte du fait que certaines procédures sont en cours. Donc, première chose, ce n'est pas une opération qui se fait de manière conjoncturelle. La lutte contre les atteintes à la fortune publique se fait de manière régulière au Cameroun. Et ce n'est certainement... On aura l'occasion de parler de l'opération Épervier. Je dis, ce n'est certainement pas une photo, parce que vous voulez mettre en parallèle. Quel message, la question que je pose, c'est quel message est-ce que cette photo véhicule? Je veux dire pour les personnes, les fonctionnaires qui sont encore en poste. Mais je vous réponds simplement en vous disant que le message, il n'y a pas un message particulier. Pourquoi je le dis? C'est vous le sémiologue, hein? Oui, justement. Parce que cette image-là ne peut pas résumer... Vous avez perdu votre superbe en sémiologie. Non. Cette image-là ne peut pas résumer la volonté ou non du président de la République à lutter contre les atteintes à la fortune. On peut porter atteinte à la fortune privée, à la fortune de l'État. On va en prison, on rembourse une partie du corps du délit et la vie reprend son cours. Écoutez, là, nous sommes dans le cadre des dispositions réglementaires. Aucune disposition réglementaire n'a été violée. Si vous voulez qu'on y mette fin, mais il faut modifier la loi. Tant que la loi n'est pas modifiée, ce qui se fait dans ce cadre-là reste légal. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire un procès au respect simple et scrupuleux des textes que nous sommes nous-mêmes imposés. Ce d'autant que je crois savoir que Basile Atangana-Kouna n'est pas le seul Camerounais à avoir bénéficié de cette procédure-là. Donc ce n'est pas le fait... Une question personnelle, Dr Patrick. Oui. Est-ce que vous serez opposé à un retour de Basile Atangana-Kouna aux affaires? Première chose, avant de parler de son retour aux affaires, les textes du RDPC disent ceci. Le chapitre 2, je crois l'article 6 du chapitre 2. Aux affaires de l'État, pas du RDPC. Oui, je commence par le RDPC. Je suis ici comme représentant du RDPC. Donc je commence d'abord par dire la position du parti que je représente. Lorsque vous vous êtes rendu coupable d'un certain nombre d'indélicatesses de ce type-là, vous perdez la qualité de membre du RDPC. Il faut que ce soit... Je dis, c'est votre... Mais ce n'est pas vrai, justement. Je dis, ce n'est pas vrai, monsieur Paul. Où est la note qu'il hérite? Le professeur Messanga, on a vu ça à Radiation. Vos camarades, où est le nom de Radiation? Permettez que je développe. Je dis, il dit vous perdez de fait. Il dit vous perdez de fait. Allez-y. De membres, ce sont les textes qui le... La question que je Amana Dama est sortie, elle a la campagne. C'était une erreur. On n'a pas besoin d'une note pour que vous perdiez. Ah, c'était une erreur pour le cas. C'était une erreur dans ce cas-là. Vous perdez automatiquement la qualité, vous perdez automatiquement la qualité de membre du RDPC. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, Maître Ngwana a indiqué tout à l'heure... Je parle d'un retour en grâce, un retour aux affaires. Aux affaires de la République. Aux affaires... Je vous en prie, je parle d'un retour aux affaires de la République. La République du Cameroun. Lorsque vous restituez, lorsque vous bénéficiez d'une procédure d'arrêt de poursuite, parce que vous restituez le corps du délit, il y a un certain nombre de déchéances. Donc il y a un certain nombre de droits civiques dont vous ne bénéficiez plus. Il faut préciser ça aux Camerounais. Donc, je pense que le président de la République... Pour l'élection, pas le président... Je parle de vous. Est-ce que les déchéances empêchent... Messieurs, d'être un élu. Madame, je vous aide à avoir la réponse à votre question. Il a raison. La question, je vous la pose à vous personnellement. Est-ce que
vous serez opposé à un retour aux affaires de la République du Cameroun, un retour de Basile Tanganakuna aux affaires. Le président de la République n'envisage pas, en l'état actuel, un retour... Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas... Non, Est-ce qu'il doit avec le président pour savoir que le Docteur Patrick Ifoué, Paul Eyoub, je vous en prie, je ne parle pas du président de la République. Je parle de vous, intuité personnelle. Je parle de vous, docteur Patrick Ifoué, enseignant à l'université de Douala. Est-ce que vous serez opposé? Mais j'ai répondu à votre... Non, je ne parle pas du président. Je parle pas du président de la République. Vous, si le président de la République décide de faire revenir Basile Tanganakuna, est-ce que ça vous poserait un problème? Mais écoutez, soyons sérieux. Celui qui nomme, celui qui permet d'accéder à la dignité ministérielle dans ce pays s'appelle le président de la République du Cameroun. C'est vous qui avez donné ce pouvoir au président de la République. Oui, c'est moi qui ai donné... Est-ce que donc vous êtes le patron du chef de l'État, puisque c'est vous qui lui avez donné... Non, il n'y a pas de mandat impératif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'avez élu, vous ne pouvez pas le contraindre dans... En gros, j'aurais pas de réponse. Dans son action. Vous aurez compris que vous n'avez pas... Il me dit qu'il sera en politique, quand vous ne pouvez pas, ça veut dire qu'il sera opposé. Mais il a peur de dire qu'il sera opposé. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je considère alors que tu n'es pas il veut plaire. Je considère simplement il veut plaire. Je ne suis pas la personne la mieux qualifiée pour répondre à cette question. D'accord, c'est bon alors. Finalement, qu'est-ce que ça a profité cette mise en scène? Écoutez, je ne sais pas, il faut commencer par connaître. Vous êtes l'expert de la sémiologie ici. Comment on peut pas profiter à la personne qui a fait comment on peut profiter de vos lumières? Je vois lumières? plutôt un dessin malicieux, je ne vois pas un dessin profitable dans la circulation de cette photo. Non, il n'a pas encore eu son deuxième tour de table. Alors, je vous regarde depuis. Si vous avez... Je ne passe pas le sujet. J'ai pas parlé. C'est la suite de l'autre. Non. Alors cette image, on va rentrer dans le second sujet. Cette image, je rappelle justement une autre qui a été partagée il y a quelque temps sur l'espace public, l'ancien ministre de la Défense. Voilà, Mébengo. Edgar Alain Mébengo. Voilà, Edgar Alain Mébengo. Ministre des Transports aussi. Voilà, qu'on a vu devant le TCS lors d'une audience avec justement une coupe de champagne. Quel commentaire vous inspire ce type d'image? Non, il vit bien. C'est mon principal commentaire. C'est que mieux de lui, il vit bien. Et je n'ai pas à être jaloux de son... Mais vous êtes jaloux de moi si je vais à la présidence. Oui, vous, parce que quand même, je vous ai côtoyé de près. Et je serais quand même... Oui, mais il vit bien. Redevenons sérieux. Il vit bien et il peut se permettre, alors qu'il est dans un statut de citoyen sous surveillance judiciaire, de se faire ramener dans une salle d'audience au minimum, une coupe de champagne. Oui. Je ne sais pas si cela est interdit, mais je crois que... c'est interdit. Je vais aller... Ah, c'est interdit. Je vais aller plus loin. C'est interdit. Je vais aller plus loin. On ne peut pas consommer une boisson alcoolisée dans une salle d'audience. On ne peut même pas manger. Je vais dire même après l'audience. Même après l'audience, c'est une institution. C'est une institution. Mais je voulais dire, si vous, en tant qu'avocat, vous savez que c'est interdit, on mange à la salle des avocats qui étaient. On mange à la salle des avocats. On mange à l'extérieur. Sauf que, moi, je voulais faire un peu de sarcasme. Oui, allez-y. On a bien vu que dans un cas comme celui-là, on a laissé faire. Mais si c'était Olivier Bibounissac, dans une salle du tribunal militaire qui avait une simple bouteille d'eau ou de jus de fruits ou quelque chose pour se désaltérer, on lui aurait rappelé les dispositions de la loi qui interdisent ci ou qui ne permettent pas cela. Donc, ce que je veux dire, c'est que ceux qui nous dirigent, ceux qui ont quelques parcelles de pouvoir que ce soit, parce que finalement, ce qui a été démocratisé au Cameroun, c'est la dictature. C'est-à-dire que chacun à son niveau est un petit dictateur. Dictateur, pas seulement dans le sens de tyran. Décentralisé, c'est là où la décentralisation a réussi. Alors, le mieux réussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment décentralisé la dictature. Chaque chef qui a une parcelle du pouvoir, vraiment l'exerce un peu comme le dictateur central. Et je ne disais pas dictature au sens forcément de tyrannie, mais au sens d'arbitraire. C'est-à-dire que là où c'est le plus visible, les dictatures démocratisées, c'est l'usage généralisé de l'arbitraire. Chacun qui a une parcelle de pouvoir, justement, l'exerce de manière totalement arbitraire à son niveau. Il accepte ci pour tel, il refuse la même chose pour tel autre à son niveau. Il n'a même pas besoin d'en référer, il n'a pas besoin d'attendre les instructions, il le fait déjà à son niveau. Il est dictateur à son niveau. Donc, c'est cette façon de gouverner le Cameroun qui va nous amener à avoir dans ce pays ce que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on va vous raconter
dans 5, 10, 15, 20 ans. Comment les gens se sont comportés dans ce pays. À un moment donné, nos enfants, nos petits-enfants croiront qu'on est devenu Valérie Ndongo, que nous faisons du stand-up, que nous sommes en train de rigoler. Je termine simplement en disant que prière de me dire ce que mes camarades doivent rembourser, doivent restituer pour pouvoir eux aussi bénéficier de l'arrêt des poursuites. Parce que s'il y a une formule qu'il faut connaître pour ça, s'il vous plaît, partagez cela avec nous. Maître Moustapha Ngwana, l'opération Épervier, est-ce qu'elle est encore pertinente aujourd'hui? Je pense que l'opération Épervier n'était pas pertinente hier, elle ne l'est pas aujourd'hui et demain elle ne le sera pas. Faut pas rêver. On a bien vu qu'il s'agit d'une véritable opération, une véritable opération à tête chercheuse. Nous souhaitons tout ce qui est de la moralisation, la moralisation dans la gestion des deniers publics. On ne peut pas y croire parce qu'on a le sentiment que le temps judiciaire, le temps de l'action judiciaire semble être rythmé par la volonté politique. Ce qui fait que ça dit que l'opération en elle-même perd de son essence, perd de sa nature profonde, même ça dit que même de ses objectifs. Parce que voyez-vous, l'opération Épervier dès le départ, même ça dit que souffre d'une espèce de misconception, comme diraient les anglophones. Donc il y a une erreur de conception à la base, une malformation congénitale depuis le départ. Donc est-ce que vous imaginez qu'on a le sentiment, lorsqu'on lit les textes qui organisent le tribunal criminel spécial, qu'on sacralise la grande criminalité, qu'on sacralise la grande criminalité, les grands bandits, au détriment des petits, des petits, on va dire. Pour que cette opération ait tout son sens, pour qu'elle ait tout son sens, moi je pense que si on est dans une logique de restitution véritable, il faudrait que tout ce qui restitue puisse être libéré, quel que soit le montant. Quel que soit le montant, parce qu'il faut qu'il y ait l'égalité. C'est désormais le cas. Hein. Non, ce n'est pas le cas. Non. Je vous en prie. Les lois ne se votent pas. S'il vous plaît, monsieur Rifoué, ne parlez pas de droit. Tout à l'heure, on a parlé de sémiologie, vous étiez complètement à la ramasse. Maintenant, quand on parle de questions d'ordre juridique, même là-bas, vous voulez être expert, je ne suis pas d'accord. La République exemplaire en construction. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque le corpus delicti, dans le corps du délit, est supérieur à 50 millions. Donc ça veut dire 50 millions, à ce moment-là, c'est le tribunal criminel spécial qui est compétent. Ça, c'est montant à partir de... C'est-à-dire que quand vous volez 49 millions, quand vous volez même 49 millions et quelques poussières, vous n'êtes pas justiciable devant le tribunal criminel spécial et donc vous n'êtes pas éligible à la restitution. Et ça pose problème. Parce qu'on a le sentiment qu'on encourage ceux qui peuvent voler, ou bien ceux qui ont l'intention de voler, à voler suffisamment, ou bien de sommes beaucoup plus importantes pour pouvoir bénéficier un jour de la restitution. Parce que vous voyez, il y a quand même de l'injustice. Parce que quand vous voyez notre constitution, son préambule pose l'égalité de tous devant la loi. On pose l'égalité de tous devant la loi. La loi n'est pas subjective. Oui, bien sûr, c'est des principes c'est même les principes fondamentaux. Oui, c'est-à-dire l'égalité devant la loi. Et cela est rappelé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international sur les droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Tous ces textes-là ont été intégrés au préambule de Constitution. Et quand vous lisez l'article 65 de la Constitution, on dit que le préambule fait partie intégrante de la Constitution. Donc en réalité, vous voyez qu'il y a déjà la violation de ce principe d'égalité entre tous. Et vous voyez que cette opération est tellement déchirée que si on voulait, si le titre visé, on permettrait même à ceux qui ont été condamnés précédemment d'avoir la possibilité de rembourser, puisque ce qui a sous-tendu la création du tribunal criminel spécial, c'est-à-dire qu'il y avait la volonté pour l'État de rentrer en possession des deniers qui ont été détournés par les citoyens qui ont été en charge à un moment donné des affaires, qui ont été en charge des affaires publiques. Malheureusement, c'est quand vous voyez quelqu'un comme Fondjindam qui a pris la direction technique du port, il a créé le chantier naval. Il a ramené cette affaire au niveau continental. Les bateaux s'arrêtent. C'est ici, le chantier naval. Le Cameroun a canné comme ça. Donc ça dit que voilà des personnes comme celle-là qui ont été tous il n'a pas voulu être, comment les appelle, les gens qui partagent l'argent et tout ça là. Donc vous voyez, ça dit qu'il y a des gens comme ça qui ont été condamnés quand même de manière abusive. Il ne faut pas oublier qu'il y a un cas comme le ministre Marafa. Le ministre Marafa, le groupe des Nations Unies sur la situation arbitraire a clairement analysé les pièces de ce dossier et a déclaré qu'il s'agissait d'une arrestation arbitraire. Vous comprenez qu'il n'y a pas
Il y a le cas du ministre Mebara aussi. le cas du ministre Mebara également. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui malheureusement font l'objet d'arrestations de manière on ne peut plus abusive. Donc vous comprenez donc que vu sous cet angle-là, on peut être amené légitimement à penser que l'opération Épervier est une opération qui est purement politique. Est-ce que, pour les Youm, avez-vous l'impression que cette opération a jusqu'ici été efficace dans la lutte contre la corruption et l'assainissement de la gouvernance publique? C'est une très bonne question que vous posez. Premièrement, il faudrait que le TCS lui-même fasse son évaluation. Les moyens que l'État met à la disposition de la TCS, le TCS a déjà recouvré combien en termes de montant et de biens. Jusqu'aujourd'hui, moi personnellement, je n'ai pas d'informations. Et c'est le META. Oui, nous n'avons pas C'est le META. Mais en ce temps, l'État du Cameroun, chaque année, dépense de l'argent pour cette juridiction spéciale. L'autre chose maintenant que vous parlez... Les chiffres ont été donnés il y a peut-être 5 ans, je me souviens. Oui, non, les chiffres, je sais qu'on peut faire le recensement en 2006. On avait dépassé puisqu'on avait recouvré. En 2013 et puis en 2022, on ne sait même plus combien nous sommes. Vous savez, l'un des problèmes du Cameroun, vous avez le problème de la morale. Oui. Il y a une chanson que j'aime beaucoup jusqu'aujourd'hui, la chanson Le Donnier Route, où il disait que mon frère est en haut, on va me donner les marchés. Même si je ne livre pas, je serai quand même payé. Cela montre la logique avec laquelle les gens ont gouverné ce pays. Maintenant, vous posez dans la question, les gens vous disaient quoi? Que les autres, ce sont les malchanceux, c'est parce qu'ils voulaient la chaise du chef. Que eux, la preuve, certains se baladent partout, nous les connaissons. Du moins, les rapports nous indiquent qu'il y a des gens qui auraient détourné l'argent public, mais qui se baladent. Ça veut donc dire que cette opération et les ANIF et toutes ces institutions-là, jusqu'à présent, nous avons le sentiment que ça n'a rien changé. Merci pour les Youm. Merci à vous, Dr Patrick Rifo, d'avoir été avec nous. Oui, je voudrais juste donner une précision. Oui, rapidement. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, effectivement, on peut restituer le corps du délit même en dessous de 50 millions. Il y a un décret 2013 qui... D'accord. Est-ce que vous avez quand même été choqué par cette photo-là, la vue d'Edgar Alem Ebengo au TCS avec une coupe de champagne? Écoutez, je pense que la police du tribunal est assurée par le président du tribunal. Donc, s'il faut faire un rapport, il ne peut pas. On a compris. Le président de cette institution fait un rapport à la loi. Ça, c'est un citoyen que les lois, l'application des lois ne l'intéresse pas. En fait, c'est quelqu'un qu'on peut voter des lois, même si ça ne s'applique pas, mais ça ne le dérange parce que c'est que Merci de l'invitation. À la suite de Paul Youm, je convoque Defke Moktoy. Au Cameroun, il y en a qui ont les parapluies et les godasses. Merci, Maître Roland Diou. Merci également à vous, Maître Moustapha Agwada. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30. Demain lundi, lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche à tous.